Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet entretien. On va parler d'obésité, de grossophobie, de nutrition, de calories, avec Geek and Fit, avec Gaïs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, et je vous invite vraiment à le faire, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a déjà eu un entretien avec Gaïs sur la place des femmes trans dans le sport, qui a été incroyablement bien reçu, des deux bords. Et ça, c'est incroyable de le noter. Vous pourrez retrouver le lien dans la description. N'hésitez pas à aller le découvrir si vous le connaissez pas, ou tout simplement le partager si vous le connaissez pas. Salut à toi, Gaïs. Salut. Je vais me présenter quand même rapidement, Oui, parce évidemment. que je pense qu'il y a quand même des gens qui me connaissent pas. J'ai pas encore la mégalomanie de penser que tout le monde me connaît sur Terre. Moi, ma chaîne, c'est Geek and Fit, et je fais, grosso modo, j'essaye d'apporter de la vulgarisation sur les sciences du sport et de la nutrition. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on va se parler ce soir ? C'est parce que dans le premier live qu'on avait fait ensemble, on avait évoqué le fait que toi, tu es un ancien obèse. Et du coup, ça pourrait être un sujet intéressant, parce que pour le coup, tu es concerné. Moi, c'est un peu mon métier quand même d'aider des gens à perdre du gras. Alors, pas forcément des obèses, hein, faut un petit peu nuancer, mais cependant, je lis un peu la littérature scientifique quand même dessus. Donc, je pense avoir 2-3 trucs intéressants à dire. Je me suis bien intéressé au sujet, et puis des retours que j'ai à chaque fois que j'en parle sur ma chaîne, des personnes qui sont en état d'obésité, j'ai des bons retours, j'ai des gens qui me disent ah ouais, je pense que tu as bien capté les choses. Donc voilà, dans l'idée c'est un peu voilà, pour parler de ça. Je vais quand même faire une toute petite annonce avant qu'on démarre, parce que je sais qu'en ce moment, et je te l'ai dit avant, qu'en ce moment tu es un peu en bisbille avec Dany, avec Moufette, etc. Voilà. Moi, ma présence sur ce live là, ça veut pas dire oh là là, je soutiens psychodélique ou voilà, non, l'idée c'est ce soir, ça fait une belle opportunité de sensibiliser et de parler de ces causes telles que l'obésité, telles que la grossophobie, et peut-être que ton public en a besoin aussi. Enfin voilà, je pense qu'il y a des gens à qui tu vois, pas forcément hyper sensibilisés à ces causes-là, et je trouve que c'est intéressant de le faire chez toi. Donc voilà, c'est tout. Ça marche. C'est pas Il y a pas de souci. Après alors on en avait rigolé vite fait en off, c'est j'ai le nombre de mises en garde, même de mon côté, qui me disent pourquoi tu discutes avec Geek and Fit, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que t'es plus haï que moi, t'es plus diabolisé que moi. J'ai fait quand même. J'ai encore du niveau, j'ai encore du progrès à faire, mine de rien. En fait, oui, comme je te disais, les gens... moi, je suis quelqu'un qui a tendance à dire ce que je pense, de façon globale, et surtout à, en fait, penser les calculs, si tu veux, genre de notoriété, de machin, etc., derrière. Si tu veux, le fait d'essayer d'être le plus honnête possible. Alors, je dis pas, des fois, je vais me tromper, des fois, je vais, tu vois, genre, je suis pas du tout parfait, puis même, tu vois, moralement, des fois, je vais faire des trucs, c'est pas ouf, et je m'en rends compte après, ou alors, tu sais, je suis un peu de la tête dans le guidon, etc. Mais j'essaye quand même, et souvent, quand t'es comme ça, on va dire que les gens, tu t'attires des inimitiés un peu de partout, en fait. Parce que, t'essayes d'être un peu intègre. Alors, je me dis que c'est ça. Ça se trouve, c'est juste moi, pour avoir une belle vision de moi, que je me dis ça. Ça se trouve, je suis un vrai connard. Mais j'ose espérer que c'est pas le cas, quoi. Alors, à titre personnel, tu parles... En fait, t'attaques pas. Tu parles... Tu déclenches juste des calculs rénaux aux gens, en fait. Et... Donc, voilà. J'attaque très rarement. C'est ça. Sauf quand vraiment il y a un truc qui moralement je peux pas, mais c'est pas genre quelque chose, je mets quand même beaucoup de temps avant de trouver un truc moralement répréhensible. Je prends toujours cet exemple là, mais quand il y avait par exemple un gamin de 15 ans qui vendait des stéroïdes sur internet mis en avant par une énorme chaîne de musculation, là j'avoue, j'ai un peu attaqué. Oui, non, mais voilà, je peux comprendre aussi. Mais pour moi, là, quand tu mets en danger la santé des gens directement, de façon irresponsable, bon, oui, là, ça me met un peu en colère. Voilà. Du coup, on va discuter autour donc de l'obésité, autour de la grossophobie, pour savoir donc, comme tu l'as dit, toi, Gaïs, tiens, d'ailleurs, j'ai rien à voir, mais j'ai reçu ton porte-clés où il y a tes pecs qui sont gravés dessus, c'est magnifique. Donc toi, t'es un mec qui a des pecs de partout, donc il connaît parfaitement le corps de ce côté-là. Moi, de mon côté, on va dire que je suis un ancien concerné, je suis un ancien obèse, j'étais en obésité, alors on en rediscutera parce que moi j'ai pas les termes techniques et tout, mais je pense que j'étais en obésité morbide quand j'étais gamin.
Je sais plus à Ouais. partir de combien c'est l'obésité morbide, mais on va en discuter vite fait. De toute façon, c'est pas très très important parce que l'obésité morbide, c'est un seuil, si tu veux, qu'on a C'est ça. défini arbitrairement. C'est ça. Il me semble que c'est 33 ou 35 d'IMC, Hmm. mais tu vois, si t'es à 35.1 obésité morbide, 34.9, non, ça Non, n'a ça pas va. vraiment de sens. Je veux dire que Voilà. t'étais juste, en fait, obèse et ça te gênait. Ouais, enfin, mais tu vois, devait y avoir- alors du coup, bah, dans mon image de moi, il y a plusieurs niveaux d'obésité. Oui, bien Tu sûr. vois. Il y a, oui, bien sûr. Hein. Tu vois ce que je veux On dit dire? obésité morbide, obésité sévère. Enfin, je connais pas très bien la classification C'est de ça. l'obésité de ce côté-là, parce que voilà. Mais oui, t'étais à un haut niveau d'obésité. On C'est peut ça, dire j'étais à comme un ça, haut niveau quoi. d'obésité et j'ai perdu beaucoup de poids à l'adolescence, alors à la fin de l'adolescence et début de la vie adulte. Et de l'autre côté, ma femme est pas obèse, sinon elle va me défoncer, mais elle est bien enrobée, elle a de la surface de jeu. Ce qui moi me déplaît pas, tu vois, mais ça aussi on va en parler, c'est de l'acceptation en fait de ça. Et Je dis que ma femme est obèse, sinon elle va me défoncer. Mais c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est. Moi, je pense qu'il faut pas diaboliser le terme obèse. Hein. C'est pas. Enfin, voilà. Si ta femme est obèse, c'est pas. Ça la diminue pas en tant que personne. J'espère en tout cas qu'elle Clairement. le ressent pas comme ça, parce que ce serait terrible, quoi. Mais enfin, bon, bref. Clairement. Donc, et si vous avez des questions dans le chat, bah, on va les regarder au fur et à mesure. Il y a pas de souci. Alors, Psychotique, il faut que tu changes de micro. Pourquoi il faut que je change de micro? Il est bien mon micro. Il est bien. Peut-être qu'il grésille un peu. Il est peut-être en train de mourir un peu, mais normalement là ça va. Tu veux qu'on démarre par quoi, Gaïs, du coup? Alors, moi, j'aimerais juste. Enfin, au départ, je pense que ce qui va être intéressant, c'est d'expliquer ce que c'est au niveau des conséquences santé. Au niveau, qu'est-ce que c'est en fait l'obésité? Comment est-ce qu'on peut la définir, les conséquences santé, etc. Ouais, Et par déjà, là, c'est j'entends, pas mal. en fait, là, je vais te faire un petit monologue. L'obésité, en fait, c'est comment dire, une gradation dans le fait d'avoir suffisamment de gras qui passe au-delà du surpoids, d'accord? Donc, tu as surpoids, obésité, etc. Ouais. Et c'est surtout quelque chose qui, à l'heure actuelle, est encore un peu débattu dans la communauté scientifique, mais qu'on classe, on commence de plus en plus à le classer comme une maladie. Et ça, c'est important à comprendre parce D'accord. que on pourrait se dire, ouais, l'obésité, c'est un facteur qui aggrave d'autres maladies, c'est vrai, mais en soi, c'est une maladie. Pourquoi? Parce que, un peu à la façon d'un cancer, tu vois, tu ne choisis pas d'être obèse. Et ça, c'est un truc que souvent on a du mal à se dire. On peut se dire, non mais attends, tu choisis ce que tu mets dans ta bouche, etc. C'est vrai que tu as quand même une certaine mesure de choix là-dedans. On va pas dire oui. Et tu as une mesure de choix dans l'activité que tu fais. Ouais. Mais c'est plus compliqué que ça en fait. C'est-à-dire que déjà, il y a plein de facteurs qui influencent l'obésité. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, non, mais attends, même s'il y a beaucoup de facteurs, il y en a quand même sur lesquels on peut agir. C'est vrai. Alors, mais admettons. Je te coupe vite fait, on dit que tu satures un chouïa, si tu peux juste baisser ton micro, ton entrée micro. Ah oui, je vais baisser un petit peu mon micro. Tac. Alors, voix et vidéo. Parce qu'il y a Virginie dans le chat. Ça va mieux ? C'est peut-être un poil trop bas. Est-ce que je peux mettre un poil plus haut? Là. Ouais, ça va, Virginie, t'es contente? Ouais, ça a l'air mieux, ça a l'air mieux. Ouais, c'est important pour que ce soit audible. Ouais. Et donc, en fait, je disais par rapport à ça que l'obésité, tu vois, c'est multifactoriel. D'accord. Donc, tu te retrouves avec plein de choses. Et mettons que tu sois dans une famille où, tu vois, depuis ton enfance, tu as pris des habitudes alimentaires. Tu vois, tu as pris des habitudes alimentaires, on t'a servi des grosses portions de trucs qui n'étaient pas forcément très sains. Ouais. Et quand tu vas te retrouver dans ta vie adulte, tu vas avoir que ces habitudes alimentaires-là. Et tu vas être en surpoids ou en état d'obésité. Enfin, en tout cas, tu vas te retrouver à avoir plus de masse grasse que ce qui est optimal pour ta santé. Et tu vas, du coup, comment dire, tu vas pas savoir vraiment comment faire, en fait, parce que tu n'as jamais eu cette éducation alimentaire-là. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est génétique ? Bah non, c'est pas génétique, mais c'est pas forcément un facteur sur lequel tu peux influencer. Tu vois, souvent quand t'es chez tes parents, bah tu bouffes ce qu'on te donne à bouffer et puis c'est tout, quoi, tu vois, et tu vas pas te plaindre. Moi, ma grand-mère serbe, elle me faisait des saladiers entiers de spaghettis, et je m'enfilais, je m'en souviens, j'avais 12-13 ans, je m'enfilais un saladier entier de spaghettis, c'est pas une assiette, un saladier, c'était fou, et j'arrivais à me l'enfiler, quoi, c'était un truc de ouf. Et t'es super fier que j'arrive à le finir, hein. Tu vois, Non mais, et tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, vraiment, tu vois, les habitudes alimentaires, bah, ça commence déjà à te conditionner. Et puis t'as plein d'autres trucs, t'as des causes vraiment génétiques. T'as des gens, par exemple, qui ont une hypothyroïdie. Alors, à chaque fois, je confonds entre hypo et hyperthyroïdie, mais il me semble que j'ai le bon terme, une hypothyroïdie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont
la thyroïde, c'est une hormone qui gère, grosso modo, le rythme de ton métabolisme. Donc, si jamais ton métabolisme va moins vite, enfin, c'est une hormone, c'est pas une hormone, c'est une glande qui génère des hormones qui vont faire ça. Mais enfin, bon, bref. Et donc, du coup, l'idée, c'est que si tu as cette sécrétion d'hormones qui est un peu altérée, tu vas te retrouver avec beaucoup de masse grasse qui va s'accumuler alors que tu manges pareil que ton voisin, tu vois. Et ça, c'est terriblement injuste, mais ça arrive. Je dis pas que c'est la majorité, mais ça arrive. Mais tu as plein d'autres facteurs encore, etc. Bref, la seule chose que je veux dire, c'est que l'obésité, comme c'est une cause qui a plein... Enfin, comme c'est une maladie qui a plein de facteurs, eh ben, on peut pas dire que les gens sont... Ou en tout cas, on ne devrait pas supposer que les gens sont responsables d'être obèses. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est obèse, quand tu le vois dans la rue, etc., tu ne peux pas savoir son historique. Tu vois, tu peux pas savoir si... voilà. Je suis sûr qu'il y a une proportion de personnes obèses qui sont plus responsables de leur obésité que d'autres. Mais... Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, comme tu peux pas le supposer de prime abord, en fait, eh ben, il faut le traiter comme une maladie et se dire, en fait, comme il n'est pas responsable de ça, mais qu'on peut faire des trucs pour changer ça, autant essayer de l'accompagner pour l'aider et pas se foutre de sa gueule, grosso modo. Et c'est ça toute la problématique de la grossophobie. De là-dedans, il y a aussi le côté un peu, on va dire, entre guillemets, classe sociale, où les familles plus aisées ont une éducation un peu plus élevée, on va dire, ou alors ils ont accès à des nourritures plus saines ou ce genre de choses, et puis les autres, ils achètent en volume et ils font des trucs en volume, et t'as plein de dérives de ce côté-là. Eh ben, en fait, t'as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'une des causes, et si tu veux, on me tacle à chaque fois quand je dis ça sur Twitter, parce que je le dis régulièrement et à chaque fois t'as des gens qui me taclent, je dis que la cause principale de l'obésité, de l'épidémie d'obésité à l'heure actuelle, c'est le capitalisme. Et alors quand je dis ça, les gens deviennent fous. Parce que alors quand tu parles de capitalisme et tout pour dire ça, les gens deviennent fous. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les industries, enfin avant qu'on ait cette espèce de marché, de loi du marché mondial, etc., il y avait beaucoup moins d'obèses. Pourquoi ? Parce que, en fait, les industriels, ils sont tous la concurrence pour finir dans ton caddie, tu vois. Oui. Donc, pour ça, il faut qu'ils baissent les prix et qu'ils rendent leurs produits plus attractifs. C'est basiquement ça. Donc, plus tu as un produit qui est addictif, plus tu vas avoir de chances de je vois ce que tu veux dire, caddie régulièrement. Et plus tu as un produit qui est pas cher, plus c'est le cas aussi. Donc, tu vas te retrouver à avoir des produits qui sont pas optimisés pour la santé humaine, puisque c'est pas ça qui est important pour les industriels, mais pour être addictif. Qu'est-ce qui rend addictif ? Eh bien, qu'est-ce qui rend addict ? Eh bien, la présence d'aliments avec beaucoup de calories, beaucoup d'énergie à l'intérieur, plus d'autres choses, du sel, etc., des exhausteurs de du sel, goût, du sucre, principalement ça. Voilà. Et en plus, qu'est-ce qui fait qu'un produit est pas cher ? De la mauvaise qualité. Tu vois ? Donc, du coup, on se retrouve avec plein de produits de mauvaise qualité, super addictifs. Eh ben, ça touche de plus en plus les classes populaires, en fait. Parce que les riches, ils peuvent manger des produits de qualité et qui sont pas très addictifs. Ouais. Mais les plus pauvres, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et ce que tu vois, ce qui est marrant, enfin, peut-être, voilà, c'est que tu te rends compte que toi, plus t'es devenu riche, plus finalement t'as maigri. Ouais, j'aurais pu continuer à bouffer comme un ogre. Il y a ça aussi, parce que comme tu as dit, il y a le début, voilà. Mais non, mais oui, parce que tu as accès à une nourriture un peu plus saine, ou des fois tu vas au resto, ou plutôt que d'aller au kebab ou ce genre de choses, ou t'as ce genre de choses, évidemment, ça c'est clair. Par contre, alors on va débunker, c'est un truc qui est indébunkable. C'est pourquoi le corps humain, il kiffe le sucre et tout ce qui est mauvais pour lui, et il déteste tout ce qui est bon pour lui. Pourquoi ? T'imagines, le corps, il serait programmé pour dire « Oh, je kiffe le riz, les choux de Bruxelles et tout. » Non, il kiffe la gélatine, le sucre, les trucs hyper salés et tout. On est quand même mal programmé. On est quand même super mal programmé là-dessus. Eh ben, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que, en fait, là, on va encore parler des déterminants génétiques de l'obésité et tu vas voir, c'est hyper passionnant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ressentent plus le goût sucré et qui ressentent plus le goût amer des légumes. Donc en fait, ça dépend déjà entre les gens. Et ça, c'est assez... c'est une injustice, on pourrait se dire. Oui, mais il faut bien penser à comment est-ce que ça a été utile à l'humanité avant. C'est-à-dire que il faut savoir que on est passé, notamment l'humanité est passée par des goulots d'étranglement évolutifs dans les périodes d'ère glaciaire.
C'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé avec une humanité qui avait beaucoup d'individus et d'un seul coup, très très peu. Parce qu'en fait, l'ère glaciaire, c'était la merde pour trouver de la nourriture, mais vraiment. Et donc, ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui étaient capables, à chaque fois qu'ils prenaient de la nourriture, d'à la fois aimer les trucs qui étaient les plus caloriques, et en plus de stocker la graisse. De faire en sorte d'avoir ces réserves-là qui restent. Et donc, finalement, l'humanité, en fait, a été sélectionnée pour stocker la graisse de façon super efficace. D'accord. Et ça, même si, tu vois, l'évolution s'est pas arrêtée aux ères glaciaires et qu'évidemment, maintenant, on a plus de gens qui ont un métabolisme un peu plus rapide, etc. Mais on se retrouve quand même avec une grande majorité de l'humanité qui est vachement capable de stocker de la graisse de façon hyper, productive, tu vois, genre ça fonctionne bien la machine pour stocker de la graisse, ça on n'a pas de souci avec ça, tu vois. Et donc ça fait partie des déterminants de l'obésité, à savoir notamment le goût, tu vois, ce dont je te parlais, et aussi cette capacité-là. Et tu remarques que moi en tout cas je le remarque, alors ça n'a rien de scientifique là ce que je vais dire, parce que ça n'a rien de scientifique parce que je pense qu'il doit y avoir des trucs scientifiques derrière, mais je n'ai pas regardé d'études en particulier là-dessus. Mais je sais que par exemple, moi, mes potes qui sont noirs, qui sont africains, ont tendance à moins stocker de graisse, ou en tout cas à être... S'ils stockent peut-être qu'ils stockent pareil, tu vois, en termes de mécanisme, mais j'ai clairement la sensation que mes potes africains noirs sont... plus actifs de façon globale, ont une tendance à plus bouger en fait. Et après, tu vois, c'est anecdotique parce que j'en ai des potes africains noirs, encore une fois, mais je connais pas toutes les populations, etc. Et ça se trouve, c'est juste des cas particuliers. Et puis en plus, faut quand même le dire, l'Afrique, c'est pas une ethnie, c'est des centaines de milliers d'ethnies. Clairement. Donc voilà, ça se trouve, c'est une génétique particulière parmi une ethnie. Et puis voilà. Mais toujours est-il que et c'est ça qui va être intéressant parce que tu as ça aussi d'ailleurs chez les personnes blanches aussi, tu vois, c'est pareil, l'Europe c'est pas une seule l'ethnie blanche et puis voilà, donc tu as plein de t'as les Serbes par exemple, voilà, mais toujours est-il que tu as plein de peuples différents et il s'avère que ça aussi c'est hyper intéressant, c'est que tu as des gens quand ils vont manger trop, en fait, ils vont pas avoir moins de stockage de graisse, mais leur cerveau va leur dire là il faut que tu bouges. Là, vraiment, il faut que tu bouges. Et ils vont être infatigables. Mais infatigables, tu vois. Et à l'inverse, tu as des personnes qui, quand elles mangent pas assez, quand elles essayent de faire des régimes, elles se retrouvent à plus bouger. Et ça, on appelle ça le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, d'accord. Là, je l'ai dit avec bien accent français pour que les gens puissent aller rechercher. Mais dans l'idée, en fait, ça, c'est le composant qui va bouger le plus. C'est-à-dire que tu as des gens, ils vont avoir une grosse résistance, mais une énorme résistance à la prise de poids, et tu as des gens, au contraire, qui vont avoir une énorme résistance à la perte de poids. Souvent, on parle de métabolisme, c'est pas vrai. Le métabolisme, en fait, tu vois, genre, il baisse un petit peu ton métabolisme. Ouais, c'est un abus de langage, en fait, quand on parle, quoi. Ouais, c'est pas un abus de langage, parce qu'il baisse un petit peu, mais ce qui baisse le plus, c'est vraiment ta propension à bouger. Tu remarqueras, si jamais, quand tu es en perte de poids, enfin voilà, etc., tu remarqueras que les trucs qui t'auraient semblé anodins avant, type aller chercher de l'eau, tu vois, type aller prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, ça va être beaucoup plus dur mentalement. Se dire ah non, j'ai trop la flemme, etc. Et ça, c'est un truc vraiment contre lequel il faut essayer de lutter. Moi je l'ai vécu parce que même encore récemment, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai tapé une pointe à 100, si je dis pas de bêtises, à 127 kilos et je fermais plus aucun pantalon. Et ma femme, elle a dit, il faut que tu ailles t'en acheter des plus gros. J'ai fait, non, j'ai de la flemme d'aller faire les courses. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je maigrisse. Et un gros flemmard. Non, mais en vrai, ça peut être un déclencheur. Tu sais que les vêtements, pour de vrai, c'est un truc qui souvent heurte les gens. Et se disent, non, mais attends, c'est pas possible, quoi. Et c'est ça qui les fait tu vas prendre conscience des choses. Parce que c'est pas facile aussi avec ton image corporelle. C'est ça, il y a plein de choses en fait. Alors moi je sais que quand j'étais à 128, je me suis rendu compte, tu sais, quand tu dors sur le côté, j'avais l'impression de dormir avec mon ventre, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un avec moi, c'est vraiment une grosse masse.
Je suis dit, oh la vache, t'as la grosse masse à côté que tu la déplaces, t'as l'impression, quand tu dors bien sur le côté, je suis ah ouais, non, là, il y a de l'abus. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé à perdre du poids, j'ai acheté un vélo elliptique. Tu vois, c'est, pour ceux qui savent pas dans le chat, c'est les vélos où tu t'assois pas et ça te simule l'effet de course. Parce qu'en fait, à 130, j'ai essayé, c'est pas possible, tu peux pas courir. Tu peux pas courir dans la rue à 130. Ça fait mal de partout. Enfin, ça fait mal de partout. Mais il faut démarrer très doucement en fait. C'est ça. Il faut y aller genre. Et ce qui est bien avec le vélo elliptique, c'est que ça accompagne le mouvement. Et j'en faisais pendant une demi-heure. Je finissais en sueur, parce qu'en plus ça accompagne le mouvement, tu vas un peu à ton rythme et tout. Et je l'ai fait quotidiennement pendant 6 mois. Et j'ai changé mon alimentation et j'ai perdu, et je suis redescendu à 95. J'avais perdu presque plus de 30 kilos. Peut-être pas 6 mois, mais en 8 ou 10 mois. Et en fait, tu changes ton alimentation. Tu fais un minimum de sport et en fait tu maigris tout seul. Et en fait ce que je voulais, tout ça pour te ramener à ça, c'est que quand j'ai perdu du poids et à force d'avoir fait du vélo, après j'ai arrêté. Tu sais, quand j'ai atteint mon poids cible, je fais Virginie, ma femme elle s'appelle Virginie, hein, c'est pas la Virginie du chat. Mais je fais Virginie, on va se faire une petite semaine de raclette, il faut que je rattrape quand même parce que le truc qui est fou, c'est que tu perds la notion, ton estomac il se réduit. Tu manges beaucoup moins en fait. Et j'étais dégoûté, j'ai mangé 2 patates et 3 fromages, j'ai plus faim, comment ça j'ai plus faim. Donc il y a ce côté où je veux pas être trop maigre, parce qu'après je peux plus bouffer, il y a aussi le plaisir de bouffer. Et de l'autre côté par contre ce que j'ai ressenti c'est, j'avais une putain d'envie de bouger non-stop en fait. Tu sais, si je restais 2-3 jours sans rien, sans bouger, je sentais l'obligation de sortir dehors et juste marcher en fait. J'avais besoin de juste marcher ou de courir. C'est plutôt positif en vrai, hein, parce que dans l'idée, quand même, la sédentarité, c'est pas oufissime pour la santé non plus. Donc c'est plutôt pas mal en fait que ça t'ait donné cette envie. Mais c'est ça. Et en fait, ce qui est assez ouf, je pense, on va essayer de décrypter plusieurs choses dans ce que tu as dit, parce que tu as dit pas mal de trucs. Déjà, premièrement, oui, moi je pense, j'en suis convaincu même, qu'il faut, si on veut perdre du poids, allier à la fois l'alimentaire et le côté sportif. Si tu ne fais que l'un ou l'autre, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que le sport a des effets régulateurs sur l'appétit, déjà d'une part. Donc en fait, tu vas te retrouver, en règle générale, quand tu fais du sport, à avoir moins faim en permanence. C'est pas nécessairement que la séance cardio va te faire brûler énormément de calories, mais incorporer une activité sportive, c'est vachement bien. Ça te fait avoir un meilleur cardio aussi. Enfin voilà, tout est top. Hein. De façon globale, il faut quand même faire du sport. Et ce qu'il faut dire aussi pour les gros et tout ça, parce que tu leur dis sport, je fais non, c'est bon, jamais de la life. En fait, même un tout petit peu. C'est même vraiment un tout petit, une demi-heure. Mais genre même des exercices basiques, ultra basiques, c'est suffisant. C'est vraiment suffisant. Je peux pas prêcher à plus convaincu parce que pour moi, tu vois, notamment parce que tu sais, quand tu dis sport, t'as l'impression que tu vas te taper 20 minutes avec Thibaut InShape, tu vois. Donc non, c'est ça. Dans la tête d'un gros, tu lui dis sport, c'est ça, quoi. T'as raison. En fait, il y a une politique là-dessus à dire, ça vaut mieux que 0. C'est-à-dire se dire, voilà, faut mieux prendre un truc, faire un mini truc que rien faire du tout. Tu vois ? Et ça, c'est vrai que c'est ce qui a aidé le plus de personnes obèses qui me suivent, etc. sur Twitter. C'est quand je dis ça, en fait, des fois, tu as des gens qui viennent me voir en privé, qui me disent « Ouais, mais grâce à tes conseils, j'ai perdu 10, 15, 20 kilos, etc. » Et en fait, quand je leur demande, tu vois, genre « Ah ouais, quel conseil et tout, ça t'a aidé le plus ?» Je dis « Mais en fait, simplement prendre conscience que faire un peu, c'est déjà bien mieux que rien faire du tout, tu vois. » Et mine de rien, tu vas pas faire changer complètement quelqu'un du jour au lendemain. Ou en tout cas, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on peut avoir toujours cette tendance à se lancer dedans et être en mode ouais, on y va, cette semaine-là, je fais tout, etc. Et en fait, tu craques. Tu craques parce que c'est trop dur. Mais oui, c'est trop dur. Par exemple, un truc qui est hyper intéressant, c'est plutôt que de penser à supprimer des trucs de ton alimentation, faut penser à mettre des trucs plus sains dedans. Ouais. Et en fait, si tu mets des trucs plus sains dans ton alimentation, tu vas en supprimer d'autres parce que tu n'auras plus faim pour ces autres trucs-là. Mais tu le feras avec beaucoup moins de frustration. Et surtout, tu t'interdis pas, par exemple, si tu as envie de te faire des macaronis, tu as envie de te faire un burger, une pizza de temps en temps, faut pas que tu te l'interdises. C'est ça. Parce que mais c'est de temps en temps. C'est le meilleur moyen. Ouais. de temps en temps. C'est ça le truc. Oui, non, mais oui, en fait, pour moi, là où on en revient à la chose la plus importante, c'est maîtriser sa balance calorique. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais attends, maîtriser ta balance calorique, ça va, comment dire, ça peut engendrer de la frustration, etc.
c'est vrai que ça peut engendrer de la frustration. C'est vrai que ça peut engendrer des troubles du comportement alimentaire si tu le couples avec une restriction cognitive. C'est-à-dire, tu te dis, je vais maîtriser mes calories et en plus, je vais extrêmement m'astreindre à ça, etc. Non, il faut essayer de le faire de façon assez flexible, savoir à peu près une idée de ce que tu manges et surtout maîtriser ta balance calorique. Avoir une idée des calories que tu manges, ça te permet de manger une pizza en restant dans tes calories de la journée. Et donc de pas te frustrer sur le goût des aliments, mais d'essayer de faire les choses, tu vois, à peu près convenablement. Il faut bien se dire encore une fois un truc, et tu l'as très bien dit, c'est faire un petit peu. C'est déjà mieux que rien faire du tout, en fait. Donc, ouais, même au niveau de l'alimentation. Et en fait, les changements, ils arrivent de façon durable, et ça va se faire au fur et à mesure. Et ça, pour moi, c'est le plus important à se dire au niveau de l'obésité, c'est vous pouvez changer, c'est faisable, et ne vous mettez pas une pression monstrueuse pour le faire, parce que plus vous vous mettrez la pression, plus vous serez en mode, avec du mal-être, etc., plus ce sera difficile, en fait. Pour moi, et c'est ça qui est, tu vois, on va en revenir à la grossophobie, pour moi, ça c'est hyper important. Il faut vraiment essayer d'accompagner les personnes qui sont en état d'obésité à se sentir bien, parce que quelqu'un qui est déjà en état d'obésité et à qui tu fous une pression, tu vois, en lui faisant des vannes et tout, surtout si tu le connais pas, surtout si t'es pas c'est ça. Non mais c'est ça. Voilà, si c'est un ami, ok, bon, on peut le vanner, on sait, voilà, ou un collègue, mais tu sais que c'est son type d'humour, mais tu vas pas vanner un mec que tu connais pas. On est d'accord. Alors que, voilà, un mec que tu connais pas, tu vois, et ou tu vois, genre, tu commences à te foutre de la gueule de quelqu'un sur Internet ou un truc comme ça, mais là, en fait, tu vas le plonger dans un désespoir tel que qu'est-ce qui fait que les gens qui sont... Enfin, quelle est la première source de réconfort de quelqu'un qui est obèse? En règle générale, c'est la nourriture. Donc, en fait, tu vas pas du tout l'aider. Non, il va aller manger. Tu vas le plonger encore plus profond dedans. Et j'irais même encore plus loin. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais t'as vu, il a pas de volonté, il est pas... » Ouais, mais attends, des fois, il y a des gens... En fait, c'est pas qu'ils ont pas de volonté, c'est qu'ils sont obèses parce qu'ils sont en dépression. Oui, il y a ça aussi. Tu peux lui dire, vas-y, bouge-toi le cul, machin, etc. C'est un des facteurs principaux de la dépression sévère, c'est de pas avoir de motivation, en fait. Donc, tu vas juste l'enfoncer plus bas que terre. Clairement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette démarche d'aide le plus possible, quoi, tu vois. Et ça m'empêche pas, moi-même, tu vois, genre, quand tu vois, on dit des trucs comme ça, tu passes un peu pour le mec relou qui dit « Ouais, machin, mais il veut plus qu'on fasse de vannes sur les gros, je sais pas quoi. » Mais en fait, moi, avec mes potes, avec des gens, tu vois, avec qui je suis en confiance, je sais que ça va, voilà, je fais des vannes comme ça. Ça m'arrive, tu vois, de faire de l'humour noir. Mais pourquoi ? Parce que je sais que la personne en face va bien le recevoir, parce que je lui demande aussi, tu vois, avant, genre, ouais, ça va et tout, tu vois, de temps en temps, tu peux sentir qu'il y a un petit truc, tu vois, qui accroche et tout. Bah, tu lui demandes, tu dis, ah ouais, non, désolé, je t'ai pas fait plaisir, mais ça, tu peux pas le faire sur Internet. Tu peux pas le faire quand tu vois quelqu'un dans la rue et tout. Donc, en fait, bah, tu fermes ta gueule et juste, t'es sympa, tu vois. Genre, ça demande pas grand-chose, il suffit d'être sympa. Et ça, c'est difficile à entendre. Hein. Tu vois, genre les mecs comme Thibaut InShape qui te font un truc en disant « Oui, mais les gros, ils ont qu'à se bouger, je sais pas quoi. » Ouais, non, mais lui, il troll juste pour déclencher des... Ouais, mais c'est un troller professionnel. Le million de personnes qui le suivent, mais forcément, il va y avoir des gens qui vont se sentir super mal de son message. Ouais, clairement. C'est trop dommage. Alors que le type, il pourrait faire des miracles. Il pourrait faire des miracles. Mais bon... Et après, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est pour ça que je parle un peu de Thibaut InShape, j'ai rien contre lui. En fait, c'est ça que je trouve fou, c'est que ce gars-là, il est bâché, a raison sur certains trucs, mais ça veut pas dire que tout le personnage est acheté, parce qu'en fait, mine de rien, c'est quand même probablement le mec qui a motivé le plus de personnes à faire du sport en France. Ouais. Et après, il y a un tout petit... par contre, il y a un truc où je suis d'accord aussi avec Thibaut, c'est il y a aussi un tout petit pourcentage de personnes qui marchent aussi au coup de pied au cul. Bien sûr, mais est-ce que... Et tu vois, c'est là, le problème, c'est... Mais est-ce que faut le connaître. Ça vaut le coup? Oui, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de, tu vois, faire un message devant une communauté entière de gens qui, en fait, tu connaîtras pas et que ça va faire du mal à plein de gens pour faire du bien à une petite portion, alors que la petite portion, bah, t'inquiète, il y aura des gens dans leur entourage qui vont leur botter le cul, parce que souvent, botter le cul des personnes en état d'obésité, ça va, on sait faire. C'est plutôt être
sympa avec eux qu'on a du mal à faire. Clairement. Et ça, tu vois, c'est pareil, tu vois, tout le truc du body positivisme, c'est super mal compris le body positivisme. Il y a plein de gens qui te disent, ouais, le body positivisme, c'est encourager les gros à être gros. Pas du tout. C'est pas du tout ça le body positivisme. C'est bien sûr qu'il y a des dérives, hein. J'ai pas envie de dire, il y a des dérives dans le body positivisme. Il y a des gens, par exemple, moi j'ai un gros problème avec Tess Holliday. Tess Holliday, qui est une mannequin américaine qui en fait fait tout pour entretenir son état d'obésité morbide, parce que c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Et donc, elle donne des fois des conseils, des choses comme ça qui sont... Enfin, c'est terrible, quoi. Il faut quand même comprendre que l'obésité et le surpoids et le surplus de masse grasse, c'est quelque chose qui est le cofacteur du diabète. Mais après, au niveau maladie, il y a d'autres problèmes. Il y a énormément de choses. Tu peux pas dire aux gens, restez obèse. Tu peux dire aux gens, c'est pas grave d'être obèse, c'est pas horrible en soi, vous n'êtes pas des monstres, des choses comme ça. Mais c'est ça le body positivisme en fait. Mais faut pas leur dire pour autant, vas-y, n'essaye pas un minimum. Enfin, tu vois, il y a une mesure à garder en fait. Et pour moi, le body positivisme, c'est génial. Tu vois, c'est vraiment, il faut essayer de faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau pour qu'ensuite, une fois qu'ils se sentent bien dans leur peau, ils puissent envisager, tu vois, de se mettre à perdre du poids. Et ce que tu as fait là, tu vois, toi, là-dessus, c'est là où tu es fort et là où je trouve que c'est balèze parce que tu vois, ta perte de poids, eh ben, t'es pas reparti directement dans le sens inverse parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui en fait font une perte de poids et puis ensuite derrière elles repartent dans l'autre sens en yo-yo. Alors je fais du yo-yo, hein. Je fais quand même. En fait, je fais du yo-yo sur une dizaine de kilos. Sur une dizaine de kilos, mais pas sûr. En fait, on considère, pour te dire à quel point c'est difficile dans la recherche scientifique, pour te dire à quel point genre l'obésité c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on prenne à bras le corps, c'est que quand tu as une perte de poids de 10%, d'accord, au total, on considère qu'elle a été bonne. Donc c'est-à-dire que toi, tu étais à 130 kilos, tu vois. Ouais, c'est ça, j'étais approché, ouais. Tu avais perdu 35 kilos. Hein, 13 kilos Juste 13 kilos. À long terme, on aurait considéré que c'était bien, tu vois. Et que genre, ouais, c'est vrai que la diète, en fait, elle fonctionnait. Parce que la plupart du temps, les gens perdent genre 30, 40 kilos. Et en fait, après, derrière, ils reviennent soit au même poids, soit au-dessus. Ouais, ils rebondissent au-dessus, ouais. Voilà. Et en fait, ça, il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. On n'est pas encore bien sûr de ce qu'il explique. Hein. Voilà. Mais ce qui semble le mieux marcher pour empêcher ça, pour faire en sorte que les gens restent à leur poids de forme, enfin le poids qu'ils voulaient atteindre en fait, c'est le sport. Et c'est pour ça que le sport c'est très important. Avoir une activité sportive, c'est ce qui semblerait le plus aider en termes d'habitude de vie à garder tes kilos en moins. Ou de réussir à se contrôler, réussir à se contrôler un peu sur le long terme au niveau de sa bouffe en fait. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que si tu veux, les deux sont liés et qu'on ne peut pas. Tu vois, en fait, le gros problème à l'heure actuelle, pour avoir pas mal lu sur le sujet, que je trouve dans la littérature, etc., c'est que les coachs sportifs et les diététiciens fonctionnent tous les deux dans leur monde. Et donc, tu as des théories par les diététiciens qui sont... tu vois, j'ai lu un livre encore récemment de Zermati qui est celui qui a fondé un petit peu le concept de il ne faut pas se priver, en fait. Il ne faut jamais se priver parce que plus tu vas te priver, plus tu vas remonter en poids. Et donc, tu vois, les gens... Tiens, tout de suite, tu te dis, c'est bizarre comme approche, etc. Ouais, mais à aucun moment dans son livre... Mais je pense que ça a du sens, ce qu'il dit, mais à aucun moment dans son livre, il parle de sport. Il parle jamais de sport, ni d'habitude de vie ou quoi que ce soit. Et en fait, en réalité, ce qu'on remarque, c'est que comme ce qui aide le plus à perdre du poids à long terme, c'est quand même d'avoir une activité physique et sportive, en fait, si ça se trouve, perdre du poids même en se privant un peu à certains moments, ça peut être parfaitement compensé par l'activité sportive. Comme il n'en parle pas, il ne peut pas vraiment le prendre en compte dans sa façon de voir le monde. Et on se retrouve en fait avec des visions où tu as des gens qui vont avoir des conseils complètement contraires. Et je trouve ça vachement dommage parce que pour moi, les deux vont vraiment de pair. Voilà. Et ça, et aussi au niveau de ton expérience, moi, ce que j'aimerais bien savoir quand même, c'est comment est-ce que tu as réussi à gérer les trucs comme la faim, les choses comme ça. Est-ce que tu as eu beaucoup de sensations de faim, de choses comme ça?
Alors oui. Alors, alors à l'époque où j'étais, parce que j'ai vu des commentaires dans le chat en disant, il y en a, ils disaient j'ai des problèmes de thyroïde depuis 16 ans, j'essaie de perdre du poids et tout. Là, j'ai commencé à y arriver. Moi, en fait, ce qui m'a entre guillemets, ce qui m'a sauvé de l'obésité quand j'étais gamin, c'est que j'étais extrêmement obèse et en fait, j'ai eu une poussée de croissance. Je faisais 80 kilos pour 1m55 et à 15 ans, mon corps il s'est dit tiens, tu vas grandir. Bah, il m'a mis 30 cm en hauteur. Et j'ai fait 80 kilos pour 1m88. Et tu vois, d'un coup, en fait, ça va. Et d'un coup, ça m'a aidé. Et après, donc, j'ai regrossi. Et le problème, c'est que j'adore la bouffe. J'adore la bouffe. Et là où je me suis fait avoir, c'est je vais au resto, maintenant que j'ai 2 gamins et ma femme, ils finissent pas leurs assiettes. Et tu fais la poubelle de table, en fait. C'est ça, putain, j'ai payé, t'as vu le prix que ça coûte? J'en ai parlé récemment, ça, sur Twitter. On appelle ça le biais des coûts irrécupérables. Et c'est un truc qui est vraiment terrible pour les personnes obèses qui vont au resto. C'est-à-dire qu'en fait, elles se sentent obligées de finir. Mais alors que, en fait, t'as déjà payé. Tu vois. Oui. Donc, du coup, que tu manges ou que tu manges pas, finalement, la seule chose qui va changer, c'est est-ce que tu vas te faire du mal à ta santé ou pas. C'est ça. Donc, il faut pas avoir... Et puis souvent, en plus, maintenant, ils font des doggy bags, etc. Ouais. Mais toi, en famille, c'est encore différent. Ah, c'est encore différent. Je suis pas là pour te blâmer. Et il y a aussi ma grand-mère qui me dit... Ma grand-mère, c'était comment on appelle ça? Une citation serbe qui disait finis ton assiette ou ta femme te quittera. J'ai ok, on y va, faut qu'on finisse l'assiette. Et il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, donc voilà, ça j'ai dit stop. Au bout d'un moment, c'est bon, j'ai dit stop sans doggy bag, soit mais moi j'arrête de manger, j'en ai marre. En fait, ouais, là où tu t'en venais, c'est la fin. Parce qu'en fait, c'était assez radical. Tu sais, je suis un mec un peu radical. Quand j'ai décidé de faire un truc, j'y vais un peu trop radicalement. Et en fait, je bouffais bien. Alors, je prends pas de petit-déj. J'ai jamais réussi, même quand j'étais gamin, j'arrive pas à prendre de petit-déj. Donc, je mange rien le matin, j'arrive pas à manger le matin. Mais le midi, je mange beaucoup et le soir, je mange beaucoup, en fait. Et parce que j'adore la bouffe. Et après... Évidemment, il y a des gâteaux, des bonbons, des glaces, des chips, des conneries comme ça, un peu dans tous les sens. Des putains de desserts hyper sucrés et tout. Même quand tu vas au resto, tu sais, tu vois un Paris-Brest, voir un Saint-Honoré, oh là là. Enfin bref. Et du jour au lendemain, quand j'ai décidé de perdre du poids, j'ai acheté mon vélo elliptique, je me suis dit c'est bon, stop, j'ai arrêté le pain, j'ai arrêté tous les desserts, c'est 0 dessert, je prends une entrée, un plat, une belle entrée, un bon plat, mais j'ai arrêté le dessert, j'ai enlevé le sucre, j'ai enlevé le pain. J'ai enlevé le sel aussi, je mettais du poivre, j'adore tout ce qui est poivré, donc j'ai remplacé le sel par le poivre. Évidemment, tout ce qui est Coca, Fanta. Et ça, c'est le plus important. Hein. C'est le plus compliqué. Ça, c'est le plus important. C'est le plus compliqué. Non, mais les boissons sucrées, en fait, c'est la source de calories, donc la source d'énergie, qui te rapporte le moins de satiété, tu vois, par rapport à ce qu'elle te coûte en calories. Donc en fait, ça c'est le facteur principal. Faut vraiment, tu vois. Mais c'est ça. Remplacer par des, tu vois, il y a du Fanta sans sucre maintenant. Ah ouais, non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. T'as goûté le Fanta sans sucre? Ouais, c'est dégueulasse. En fait, le goût. Okay. Non. C'est comme le Coca Zéro, le Coca Sans, c'est dégueulasse. Et en fait, donc du coup, le Coca Zéro, j'ai du mal. Mais le Pepsi Max, c'est super bon. Ah non, c'est dégueulasse le Pepsi Max. Ah ouais. Non, moi je suis dans le purisme. Le Coca, c'est le goût parfait, tu vois. Et ça, c'était avant. Ok, d'accord. Non, mais je l'entends. Et du coup, j'ai tout remplacé par de l'eau pétillante, par de l'eau gazeuse, par de la San Pellegrino ou de la Badois. Pourquoi pas. Je m'y suis fait comme ça, si bien que quelques années après, parce que j'ai pas bu de coca pendant quelques années, j'ai bu un verre de coca, j'ai cru que j'allais boire 3 bouteilles d'eau à côté tellement j'avais soif, tellement il m'a défoncé la bouche. En fait, je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? J'ai bu un verre de coca. Là, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, on parlait des goûts tout à l'heure, et il y a effectivement une part de génétique, mais il y a aussi une part d'acquis en fait. Ouais, d'acquis et d'habitude. Voilà, tu peux renouveler en fait tes goûts. Il y a des gens qui trouvent ça, tu vois, ils te diraient mais attends, mais t'as enlevé les sodas, mais attends, mais moi je bois que des sodas, mais c'est pas possible, etc. Et en fait, oui, mais tu te fais un petit moment où tu dis ouais, j'arrête les sodas, je teste, et en fait, ça vient vite le goût de l'eau, c'est ça, le goût de, tu vois, de la neutralité, etc. Et c'est pour moi, c'est quelque chose qui est, tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper pertinent. Et c'est pareil. T'as plein de gens qui disent ouais non mais moi j'aurais absolument besoin de tu vois genre je mange que des kebabs et tout mais je me vois pas manger des fruits, des légumes, tout ça. En fait c'est pareil, c'est si jamais tu prends l'habitude, au bout d'un moment tu finis par ne même plus avoir envie
de ça. Et je me souviens d'un truc que je trouvais hyper intéressant dans un bouquin que j'ai lu. C'est, il y a un mec qui te dit, qui voyage beaucoup dans beaucoup de pays du monde. Il dit, ouais, mais est-ce que, enfin, quand je suis en Thaïlande, tu vois, j'ai super envie de manger de la street food thaïlandaise. Ah oui, d'accord. Quand je suis en France, j'ai pas envie de bouffer de la street food thaïlandaise. Oui. Tu vois, parce qu'il y a des trucs qui se retrouvent que là-bas. Et en fait, tes goûts, ils sont faits par rapport à l'accessibilité que mais tu totalement. vas avoir à la chose. Et donc, si tu te laisses pas l'accessibilité dans ton esprit, si tu te dis, bon voilà, en fait, de façon globale, et surtout dans ta maison, d'ailleurs, parce que plus tu vas rendre la chose difficile à avoir dans ta maison, c'est ça. Type, tu vas pas racheter des gâteaux, en fait. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est que, donc voilà, je supprimais le sucre et tout à midi, puis le soir, du coup, potage, petit potage. Et là, la dalle, les 3 premières semaines, le premier mois, la dalle, je pensais que j'allais bouffer mon bureau. C'était une espèce de dalle, t'as le ventre qui crie. Je me dis, potage, rien. Et ma femme a acheté des fruits, une corbeille de fruits, de clémentine, d'orange, de banane, de pommes, de poire. Bref, une belle corbeille de fruits. Et on s'est forcé à rien acheter. Je me suis relevé, pendant les 2 semaines, je me suis relevé 15 fois de ma chaise. Tu sais, ouvrir le placard là où il y avait les gâteaux. Je fais putain, il y a aucun gâteau. J'ouvre le frigo. Putain, il y a aucune danette. J'ouvre le bac à glace. Putain, il y a aucune glace. Mais c'est quoi ce bordel? Tu fais pas les courses? T'as qu'à prendre une pomme. Non, je vais pas prendre une pomme. Et puis au bout de la 5e fois où je me relève, je dis putain, j'ai trop la dalle. Je vais bouffer ma pomme là parce que je vais bouffer une pomme. Et au fait, après du coup, c'était très violent au début. C'était vraiment très violent. Et après, je me suis habitué. Je prenais mon potage, je me défonçais 2-3 pommes et quelques clémentines. Et après, je me suis habitué, puis je prenais plus qu'une seule pomme, une clémentine de temps en temps. Mais la première fois, quand ton ventre et ton corps, il veut du sucre, de la malbouffe, de la gélatine, des bonbons qui piquent, des glaces. Un magnum, tu sais, un magnum aux amandes. Oh là là! Tu défoncerais, tu dis je vais prendre la bagnole, je vais aller en acheter, j'en peux plus. Mais c'est exactement ça. En fait. T'es en manque. En fait, t'es en crise de manque. C'est presque comme de l'alcool ou de la drogue, quoi. C'est un truc de fou. En fait, tu fais bien de le dire. Si tu veux, en fait, ce que t'appelles, tu vois, genre la malbouffe, etc. Ça s'appelle de la malbouffe, mais je vais aller un peu plus loin. La plupart du temps, tu sais, je t'ai parlé des industriels qui rendent les substances addictives. En fait, beaucoup de gens pensent que c'est le sucre qui rend addict, ou la graisse qui rend addict, ou le sel. C'est pas ça. C'est un mélange, en fait. C'est un mélange de sucre, de graisse et d'exhausteur de goût, etc., donc de sel, qui fait que tu arrives à un point qu'on appelle l'hyperpalatabilité. Et ça rend tes neurones fous. Ça rend tes neurones fous. Et en fait, tu peux plus t'arrêter de bouffer ce truc-là. Et ça te rend pas addict. Parce que, est-ce qu'on peut avoir une addiction à la nourriture? Faut quand même peut-être pas abuser. T'as déjà goûté les cookies d'out? Les Ben & Jerry's Cookie Doubt. Ah oui. Tu prends un pot, si tu plonges ta cuillère, tant que tu touches pas le fond, tu l'arrêtes pas le pot. C'est un truc de fou. C'est ça. Et en fait, ça te modifie ton mécanisme de la récompense d'une certaine façon. Ça agit en tout cas sur les structures de ton cerveau. Ça, voilà, il y a des papiers là-dessus. Et donc, tu te retrouves à finalement avoir vraiment envie que de prendre ça. Et on peut pas t'en blâmer. Parce qu'en fait, c'est c'est fait pour. C'est ça. Et c'est pour ça que tu vois, je parle souvent de capitalisme en disant, bah voilà, mais oui, en fait, si jamais on avait une régulation de l'État là-dessus qui disait, bah voilà, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de faire des produits de merde comme ça, en fait. Vous faites des produits de qualité et nous, on aide, tu vois, en termes de taxes, etc., pour alléger, pour que ce soit moins cher pour les tu vois, genre type avec un système de carte vitale un peu, je sais pas trop comment est-ce que on s'y prendrait, je suis pas politicien, mais en tout cas avec un système comme ça, on se retrouvait avec beaucoup moins d'obésité puisque les gens se retrouveraient pas à avoir l'effet que tu cites, c'est-à-dire tu prends le pot et tu le finis. Et en plus, que tu n'arrives pas à t'arrêter. Et en plus, t'es comme un loser, t'as une putain de culpabilité quand tu l'as fini. Tu fais putain, qu'est-ce que je viens de faire? Ouais, exactement. Mais oui, parce qu'en fait, en plus de ça, tu te culpabilises par rapport au poids que tu gagnes. Et c'est pour ça que je parle de vraiment essayer de limiter le mécanisme de la culpabilité. Tu te retrouves à avoir des compulsions alimentaires parce que tu n'arrives pas à t'empêcher d'avoir envie de ça. Donc du coup, et tu rentres dans un cycle en fait où tu t'auto-déprécies. Enfin, c'est un délire en fait. Et l'obésité, pour moi, c'est autant une maladie d'un point de vue physique
que mentale. Et d'ailleurs, Ouais, je vais c'est parler mental, un petit ouais. peu des conséquences de l'obésité d'un point de vue physique. Parce que c'est vrai qu'on pourrait, tu vois, on est resté un peu flou, évasif, etc. En fait, l'obésité, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait d'avoir trop de masse grasse dans le corps? Ça fait que la masse grasse dans ton corps, Mhm. elle crée de l'inflammation. D'accord? Elle crée notamment des interleukines qui sont pro-inflammatoires, qui vont créer de l'inflammation dans ton corps. L'inflammation, c'est quelque chose qui est pas ouf, parce qu'en fait, tu vas te retrouver à terme à avoir tes cellules qui vont s'épuiser plus vite, entre guillemets. Enfin, tu vas tuer des cellules qui vont c'est comme si tu fatiguais finalement tes cellules, tu vas provoquer un vieillissement accéléré en fait. Sauf que, en plus de ça, la graisse de façon globale, elle se trouve à certains endroits clés, stratégiques, notamment au niveau du ventre chez les hommes. Et c'est là où il y a toutes les viscères. C'est là où il y a tous tes organes vitaux. Donc tu vas te retrouver localement un petit peu plus épuisé, notamment par exemple tu vas créer plus de résistance par exemple à l'insuline, ce qui va faire du diabète de type 2. Tu vas te retrouver à comment dire, enfin avoir par exemple des cancers qui vont plus se déclarer parce qu'en fait l'inflammation fait que tu vas te retrouver à avoir un renouvellement cellulaire accéléré. Ce renouvellement cellulaire accéléré, plus de chances de mutation, plus de cancer, etc. etc. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a même au niveau simplement, tu te traînes. Non, par exemple aussi au niveau de l'inflammation, l'arthrose. L'arthrose, c'est quoi? C'est de l'inflammation articulaire. Donc tu te retrouves à avoir plus de problèmes articulaires. Le fait d'avoir aussi plus de masse grasse, ça fait que tu as plus de mal à te déplacer, tu deviens plus sédentaire en fait. C'est-à-dire que tout s'auto-entretient. Donc tu te retrouves vraiment dans une espèce de truc, mais c'est une horreur en fait l'obésité à ce niveau-là parce que t'as tout ça, tu vois, et en plus les gens, la plupart du temps, voient même pas ça comme une maladie. C'est-à-dire ils te voient ça comme ta responsabilité propre. Donc en fait tu peux même pas compter sur les autres autour de toi pour t'aider à respirer. Et là, mais c'est la merde en fait. C'est le truc le plus horrible, peut-être avec le réchauffement climatique qui arrive à l'humanité en ce moment. Voilà, c'est l'obésité, le réchauffement climatique. Enfin, d'abord le réchauffement climatique, ensuite l'obésité. On va pas voilà, faut pas abuser non plus. Mais ça, je sais, quand j'étais gamin obèse, en scolarité, c'est compliqué. Hein. Quand t'es un petit gros, t'es jamais choisi en sport, on te fout tous de ta gueule, on te pousse, tu roules. Enfin, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué à vivre. Bah oui, c'est super dur à vivre. Bah voilà, c'est exactement ça. Toi, tu les as vécu les discriminations. Et moi, pour le coup, j'ai jamais vécu ça. Bon, moi, j'étais tout petit et je reste petit, tu vois. Donc, j'ai eu d'autres moqueries. On a tous le collège. De toute façon, qui a aimé le collège? Franchement, qui a aimé Et c'est le vrai collège? que des gens ont aimé le lycée, les primaires, mais généralement le collège, c'est rare. Je sais pas ce qui se passe au collège. C'est pas possible d'aimer le collège. Quoi. En règle générale, tu passes du primaire où c'est tout beau, c'est tout rose, machin, t'as des institutrices, je sais pas quoi. Le collège, c'est déjà, t'as plein de profs différents, c'est un peu l'armée, tu vois. Et en plus, mais c'est la violence. T'arrives, t'es le plus petit d'une école où t'as des gens qui ont fait, en 3e, ils ont fait leur poussée de croissance, quoi. En 6e, t'es un gamin. Et en 3e, la plupart des gens ont fait leur poussée de croissance. Donc t'es lâché dans un monde en fait où, mais c'est l'horreur quoi. Tu te fais bully mais comme c'est pas possible. Alors, à part ceux qui bullient les autres. Mais bon, ça c'est voilà. Il y en a quand même moins en règle générale. Et puis même la plupart du temps, ils vivent pas si bien que ça de bully les autres. J'ai tellement senti la différence quand j'ai eu ma poussée de croissance. Entre petit gros obèse, tu sais, qui a aucune assurance, un petit peu drôle, et grand, légèrement enrobé, mais grand, avec beaucoup plus d'assurance. J'ai senti la différence de regard, elle était folle. Mais c'est incroyable. Hein. Le harcèlement scolaire, enfin, harcèlement. Je sais pas si on peut parler de harcèlement, mais en tout cas, c'est acharnement. C'est violence, acharnement, les violences scolaires qu'il peut y avoir, c'est sous-estimé en fait. Et quand t'es parent en plus, enfin quand t'es parent, même quand t'es adulte, t'es pas forcément parent, t'as tendance à plus trop te souvenir de la façon que tu l'as vécu, la violence avec laquelle tu l'as vécu. Alors, je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, parce que tu vois, toi, tu t'en souviens encore bien, et tes parents, et je pense que tu dois peut-être un petit peu flipper pour tes filles de temps en temps. Enfin, après, ce que j'ai de la chance, elles sont en privé, c'est déjà ça. Mais en public, moi j'étais dans une ZEP en public, il y a des chaises qui volaient, ça se fightait tout le temps, enfin c'était un enfer. Elles, c'est des filles, je me suis dit, oh là là, on va les mettre en privé, ça va nous coûter une blinde, mais on va les mettre en privé. Ouais. Mais tu sais, moi j'ai fait la majorité de
de mon scolaire dans le privé parce qu'en fait, Ouais. je t'expliquais, hein, c'est pas forcément que ma mère avait Ce qui, beaucoup de ce qui- moyens. ce qui n'empêche pas, d'ailleurs pour dire pour le chat, ce qui n'empêche pas de l'acharnement ou du bully et tout, Ah voilà, exactement. mais ça diminue un peu, on va dire. C'est moi en tout cas, il y a des périodes que j'ai particulièrement mal vécues parce qu'en fait, moi, quand j'étais dans le primaire, j'ai sauté 2 classes. Tu vois, j'ai été diagnostiqué enfant intellectuellement précoce. Ah oui, d'accord, tout ça, intellectuellement. Donc ouais, j'ai sauté 2 classes. Et en fait, je suis arrivé au collège, j'avais 9 ans. Quoi? Ah ouais, la vache! Ah ouais, non, mais laisse tomber, ouais. C'est chaud. C'était très compliqué. Et en Bah, plus, tu du m'étonnes. coup, derrière, je me suis effondré en fait scolairement à cause de l'ambiance horrible du collège quand t'as 9 ans. Oui, t'es pas prêt en fait, t'es encore un enfant. C'est ça. Et donc, du coup, en tout, j'ai fait 7 ans de collège, mec. Pourquoi t'as redoublé? Bah, j'ai redoublé 2 fois. Non, bah, c'est pire. Ça valait bien le coup de sauter des classes. Bah oui, mais parce qu'en fait, au niveau des capacités intellectuelles, ça allait. Tu vois, je pensais encore être pas trop. Ouais, mais c'était humainement, fallait gérer après derrière. T'es dépassé en fait. Et c'est pour ça que si jamais, d'ailleurs, c'est un petit conseil que je donne à tous les gens qui suivent dans le chat, si jamais vous avez des gamins et qui sont comme moi diagnostiqués au potentiel, enfin on s'en fout, et qui doivent sauter des classes, pas plus d'une. Je connais des gens avec t'as sauté 2 classes. Une classe, ça s'est très bien passé, mais pas plus d'une. Vraiment. Et honnêtement, même s'il se fait chier, il vaut mieux qu'il se fasse chier, qu'il ait de très bonnes notes et qu'il fasse des activités extrascolaires. Non, mais c'est ça, vous lui achetez une console. Il s'épanouira, plutôt qu'il se foire scolairement et que ce soit terrible au niveau de l'entente avec les autres personnes. Ah, mais moi je le vois dans les. Alors on dérive un peu sur le sujet, mais moi je le vois avec les gamins, avec les parents d'élèves. Il y en a leur gamin, c'est un projet de vie, mais c'est un truc de fou comment la pression qu'ils leur foutent dessus. Hein. C'est un truc de dingue. C'est ça. Mais en fait, je vais te dire, on dérive du sujet, mais pas tant que ça parce qu'on peut reboucler dessus. Souvent, ça vient de l'enfance en fait. Toute l'obésité, tout le surpoids, etc. C'est un fardeau que tu te traînes depuis l'enfance. Et même ne serait-ce qu'au niveau psychologique. Moi, on parle de l'obésité, mais en fait, on pourrait parler aussi de l'inverse. Enfin, c'est lié, c'est-à-dire les troubles du comportement alimentaire. Troubles du comportement alimentaire, c'est pas forcément mieux, en fait. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est maigre, la plupart du temps, qui est très mince, etc., surtout chez les filles, c'est très souvent, alors je dis pas que c'est tout le temps relié parce qu'il y a des gens qui sont minces et voilà, mais c'est très souvent relié à des troubles du comportement alimentaire, surtout si l'apparence est très importante pour la personne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, tous ces traumas-là, tu les traînes depuis ton enfance et bien souvent, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire au niveau de la maigreur, des choses comme ça, finissent à un moment de leur vie par être plongées dans le cas inverse et se retrouver avec des problèmes d'obésité parce qu'en fait, ça vient d'un problème à gérer son image de soi. Et alors, l'anorexie, c'est très dangereux. Tu vois, genre, en soi, c'est très dangereux. Donc, voilà, je suis pas en train de dire il vaut mieux rester anorexique que de basculer dans l'obésité. Pas du tout. Tu vois, les deux sont très dangereux, de toute façon. Ouais. Et il faut bien comprendre que toutes ces composantes psychologiques, c'est hyper prégnant et que c'est pas anodin et que du coup, encore une fois, je vais revenir là-dessus, c'est pour bien l'ancrer en fait dans les gens qui nous regardent, ce sont pas nécessairement des choix, ça vient de l'entourage qu'on va avoir. Par exemple, je sais qu'il y a des gens aussi qui développent des TCA parce qu'ils pratiquent un sport, notamment la gymnastique, et qu'en fait le coach dit il faut pas que tu grossisses plus que ça. C'est quoi des TCA? Troubles du comportement alimentaire. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et donc du coup, tu te retrouves avec des coachs qui vont dire il faut pas que tu grossisses plus que ça, tu vois, parce que pour telle chose. Et d'ailleurs, c'est très dangereux. Hein. Si jamais vos enfants sont un peu enrobés, c'est mieux que vos enfants soient un peu enrobés que ils soient trop maigres. Hein, voilà, à choisir entre les deux, parce que pour la croissance en fait, et tu vois, toi tu l'as très bien décrit, c'est-à-dire qu'en fait pour la croissance, tu as besoin d'avoir de l'énergie, et tu n'es pas assez nourri pendant ta croissance, tu vas finir petit. Et moi en plus j'avais un vrai problème au niveau de l'alimentation, je mangeais pas beaucoup quand j'étais petit, j'aimais pas manger, c'était pas mon truc, tu vois. Et en fait j'aurais dû plus manger parce que je pense que, tu vois, mon père faisant pas loin d'1m90, bon, ma mère fait 1m57, mais mon père fait pas loin d'1m90. Je pense que j'aurais pu quand même prendre un petit peu plus de centimètres si jamais j'avais un petit peu plus mangé en quantité, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Donc dans l'idée, si jamais enfin voilà, vous traumatisez pas trop si vos enfants sont un peu enrobés, apprenez-leur des comportements alimentaires sains, tu vois, éduquez-les sur la nutrition, parce que moi je pense qu'en France, je comprends pas pourquoi c'est pas enseigné à l'école, nutrition cuisine, tu vois. Ouais, un minimum. Mais oui, on a du sport, très bien. Nutrition cuisine. Et je dis pas que, tu vois, il y a des trucs qui sont pas plus utiles, mais oh putain, j'ai le crampe au pied. Ah, ça merde. Désolé. Il y a pas de souci. Désolé, Règle ta crampe. Ouais. Mais non, en fait, j'étais en tailleur, là j'ai décroisé les pieds et ça m'a défoncé. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. Moi, c'est pareil, à partir de 35 ans, j'avais du mal à être en tailleur au bout d'un moment. Non, mais c'est le. Là, j'ai 28 ans, abuse pas, mec. Mais dans l'idée, ouais, je pense que la nutrition, c'est quelque chose qu'on devrait aborder. Mais un minimum, clairement. Parce que, ouais, il y a peut-être des trucs qui sont, comme je dis, un peu plus importants, genre savoir compter, lire, tu vois, tout ça, voilà. Mais tu vas pas me faire croire que savoir bien manger, c'est moins important que de connaître un bout de l'histoire de France, tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, au bout d'un moment, et en plus, t'as même pas besoin d'en faire pendant hyper longtemps de la nutrition. T'as besoin d'y consacrer peut-être, allez, je dirais 20 heures par an, tu vois, un truc comme ça, sur une période relativement courte, et t'apprends aux gamins déjà à manger correctement. Ouais, bah c'est ça, c'est 1 ou 2 heures par mois, et puis basta. Voilà, exactement. Et en fait, c'est plié, quoi, tu vois, et t'as déjà une avance considérable dans la vie. Et c'est parce que justement, tout le monde n'a pas accès non plus à cette éducation alimentaire, et on le délègue qu'aux parents. Et les parents non plus, ils n'ont pas eu cette éducation alimentaire-là. Ou alors, il faudrait, ça s'entend aussi, faire, tu vois, des petits... Tu vois, au lieu de faire une journée d'appel, tu te retrouves à faire une journée d'appel où tu vas faire des trucs de militaire, tu vois. Ouais. C'est cool. Pourquoi pas faire une journée d'appel alimentaire où en fait tu vas apprendre à bouffer correctement. Non mais c'est con, mais... Ou au moins savoir ce qu'on mange, en fait. C'est même pas l'idée de savoir manger mieux, c'est juste savoir ce que tu manges, en fait, savoir mieux identifier ce que tu manges. Parce que moi du coup, quand j'étais dans ma perte de poids et tout, je me suis mis à regarder les étiquettes derrière. Ouais. Tu sais, parce que je cours sur mon vélo, je fais qu'est-ce que c'est que ce chiffre, et je vois au bout d'une demi-heure, je fais 130 kilocalories. Je fais qu'est-ce que c'est que ce chiffre, j'ai perdu 130 kilocalories. Aucune idée de ce que c'est, ni à quoi ça correspond, ni tout. Je me suis défoncé, je suis en sueur, j'ai perdu 130 kilocalories. Je prends la bouteille de coca, je fais... Tu sais, je prends un Twix, je regarde derrière, je fais ah, quoi? Faut que je cours pendant 4h30 sur le bord mais jamais de la vie. Et là, tu dis, il y a un problème. Il y a un problème. En fait, ouais. Moi, je voulais pas le croire. Hein. Moi, je voulais pas le croire. Je me dis, si je devais ramener pour éliminer cette putain de barre de Twix ou de barre Mars, et que je l'ai ramené au nombre d'heures que je devais passer sur le vélo, je fais, mais c'est de la folie furieuse. Et là, je me dis, quand je m'enfile toute la bouteille de coca ou tout le burger, voilà. Mais t'as totalement raison au niveau des calories. C'est un truc qui n'est pas compris par la majorité des gens. Puis alors, t'as plein de gens qui, en plus, en ce moment, sont dans une optique en train de te dire oui, non, mais c'est l'insuline qui cause la perte et la prise de poids, ce sont les hormones et tout. C'est pas vrai, hein, ça. Non, ça, c'est un truc qui est totalement, extrapolé, en fait, à partir de certains gourous de la nutrition aux États-Unis. Il y a certaines études scientifiques qui commencent à prendre en compte le modèle de l'insuline pour affiner le modèle de la balance calorique, mais en fait, ça rentre dans le critère quand même de la balance calorique. Et surtout, en fait, si jamais le modèle de l'énergie, tu vois, genre le modèle Energy Balance Model, on appelle ça, était, faux, voilà, et bien ça voudrait dire que les humains sont pas soumis à la thermodynamique. Et là, c'est compliqué, quoi, tu vois. Je veux bien qu'on sache pas très bien quantifier certaines... Tu vois, genre, tu pourrais te dire, bah voilà, en fait, notamment, certains trucs sont pas très bien quantifiés. Et typiquement, quand tu vas manger, par exemple, des amandes ou des trucs comme ça, tu vois, des oléagineux, en fait,
il y a une partie des amandes que tu vas pas bien réussir à digérer parce qu'il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup Mhm. de substances dedans. Et en fait, tu vas manger moins de calories, tu vas absorber moins de calories que ce qui est écrit sur le sachet. Sur un sachet d'amandes, Ouais, mais bon. je pense qu'on doit être à 600 calories pour 100 grammes. Donc c'est énorme, tu vois, toi-même tu sais. Mais en fait, en réalité, c'est pas équivalent à 600 calories pour 100 grammes que tu aurais pour du Nutella. Oui, Nutella je vois doit ce que tu veux dire. Ouais. ça doit être 520, tu vois. On n'est pas dans le même truc parce qu'en fait, ça dépend aussi des procédés de fabrication, etc. Ouais. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Mais dans l'ensemble, Mhm. les calories, une fois que tu as réussi à ajuster tous ces facteurs-là, ça marche très bien. Tu Mhm. vois, voilà, c'est ce modèle-là sur lequel il faut se fonder. Il faut se dire, voilà, il y a les apports, il y a les dépenses, et en fait, c'est la balance entre les deux qui va déterminer si je perds ou si je gagne du poids. Si je mange plus que ce que je Après, dépense, je gagne du poids. Si je perds plus, enfin, que ce que je dépense, enfin, ap- après, si je dépense plus, ouais. je perds du poids. Oui, du Et coup, ce tu que je disais. voulais dire, oui, faut arrêter aussi les gars qui disent je suis gros parce que je suis gros, parce que mon corps, voilà, enfin, au bout d'un moment, c'est pas Obélix, son corps ne crée pas de la calorie, c'est-à-dire que s'il arrête de manger, il maigrit au bout d'un moment, quoi qu'il C'est tout arrive. à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Au bout d'un En fait, moment. si c'était. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si jamais c'était le cas, c'est même pas seulement une question d'Obélix ou quoi, c'est que si jamais il y avait des gens qui étaient favorisés Hmm. génétiquement à ce point-là, mais ça voudrait dire qu'en fait, on verrait beaucoup plus de morts de faim gros. Hmm. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Quand il y a des famines en Afrique, des choses comme ça, ils sont pas gros les gens. Hmm. Tu vois, même si. Et pourtant, parmi eux, je suis sûr que, tu vois, même si c'est une anomalie génétique ou quoi que ce soit, je suis sûr qu'il y en a qui sont en hypothyroïdie, qui ont Hmm. plus tendance à gagner du poids, etc. Mais en fait, à la fin, ça vient bien de ce que tu manges et de ce que tu dépenses. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est facile d'arrêter de manger Ah oui, non, mais beaucoup. on est Et d'accord. ça, pour le coup, on leur met pas le blâme. Ouais. Mais en fait, avoir cette attitude de se dire, oui, non, mais je peux rien y changer, c'est problématique parce que tu ne guéris pas. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Tu fais pas en tout cas tu peux pas faire de pas vers ça. Et c'est là-dessus en fait que pour moi, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Il faut pas stigmatiser les gens, mais il faut pas non plus leur dire que de toute façon ils pourront rien y changer et leur faire perdre pas de la responsabilité, parce que là c'est pas de la responsabilité, mais c'est cette sensation que toi-même tu peux agir sur ton destin en fait. C'est horrible si jamais tu fais ça à quelqu'un pour n'importe quoi. Tu lui dis non mais en fait tu peux rien changer. Mais non en C'est fait ça. si vous avez, Bah, vous avez le évidemment que tu pouvoir de peux changer, changer. heureusement. Ouais, non, mais c'est ça. Heureusement, en fait, que vous l'avez, et prenez-le, etc. Mais, Et en fait, il faut toujours pousser dans cette c'est direction-là, ça le parce truc, c'est que que tu peux. ce serait comme dire à quelqu'un, tu vois, genre, ouais, non, mais t'inquiète, de toute façon, tu pourras jamais monter en grade parce que t'es trop con. Hmm. C'est horrible. Mais non, en fait, même quelqu'un qui a peut-être un QI inférieur à la moyenne, etc., il peut s'intégrer dans la société, il peut prendre des responsabilités, il peut pallier ça. Je me souviens d'un gars, alors bon, tu vois, il avait fait un test de QI, etc., il faisait de la physique. Tu Mhm. vois, genre, et le chercheur, je sais plus s'il était à 115 ou 120, mais en tout cas, bon, c'est au-dessus de la moyenne hein, en termes de QI, mais c'est pas. La plupart des QI des physiciens, c'est 145 à 160, tu vois, parce Mhm. que en fait, t'es bien plus favorisé pour comprendre certaines choses. Et Mhm. lui, il était très fier en fait d'être à 115, 120 et de réussir à être un bon physicien, parce qu'en fait, il avait réussi à mettre en place une méthode de travail, de la rigueur, etc. Et il avait quand même réussi à faire ça, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je sais que c'est pas facile. Je sais que, si tu veux, je prends toujours cette métaphore de la rivière. Tu vois, tu te retrouves. La rivière, c'est le courant. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu peux avoir un courant plus ou moins fort qui te pousse dans une direction. Et donc, nager à contre-courant, des fois, ça va être hyper difficile. Alors qu'il y en a certains, c'est vraiment un lac tranquille. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Et pour certaines personnes, c'est vraiment nager à contre-courant. T'as tout qui est contre toi. Mais ça veut pas dire que t'es pas capable de nager. Tu Mhm. vois? Et il faut essayer de faire en sorte de mettre en place toutes les solutions possibles. Tu vas t'acheter des palmes, te prendre peut-être des turbopropulseurs, j'en sais rien, trouver les meilleures façons de faire pour quand même essayer de nager contre, tu vois. Excuse-moi, il y a le chat Et qui est en train de m'éclater. vas-y. Il y a un gars, il dit la vie c'est comme une boîte de chocolat, chez les gros ça dure moins longtemps. C'est... Alors, tu vois, typiquement, c'est le genre de vanne.
c'est drôle, tu vois ce que je Mais veux oui. dire? Non mais c'est drôle, c'est rigolo, etc. Mais il faut faire gaffe, tu vois, à qui tu le Oui, dis. oui, Moi, clairement, tu vois, clairement. quand nous on est entre nous, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire gaffe à qui tu le dis, etc. Et c'est pas pour faire le gros relou de service et tout. Non, Comme mais je dis, d'accord. j'en fais des pires aussi, tu vois. Mais Mais tiens, c'est. pour Ouais. revenir là-dessus, par contre, on n'est pas égaux devant le sucre et le gras. Moi, tu sais, moi ou un copain, quand on bouffe une pizza, j'ai un bourrelet qui apparaît direct. J'ai un pote, il est comme une tringle à rideau. Il s'enfile 4 kebabs. Il a rien. Tu te dis, mais où est-ce que Alors, ça passe? Il a un trou noir à l'intérieur du corps qui annihile tout, en fait. Et tu dis, ben, putain, mais tu peux pas me le passer parce que j'aimerais bien bouffer comme toi et rester comme ah, ça. c'est comme le. Tu sais, c'est ce que je te parlais au niveau du NEAT, etc. Tu Ouais. essaieras de voir si ton pote, il bouge pas énormément aussi. Tu vois, s'il n'est pas juste tout le temps actif, s'il fait pas des trucs. Moi, j'ai mon meilleur pote, il Mhm. est comme ça. C'est-à-dire que mon meilleur pote, ça fait. Et lui, il a du mal à prendre du poids. C'est-à-dire Mhm. que ça fait 2 ans. Non, Mais c'est ça, j'ai un plus. pote, il fait faut que je dois grossir, j'aille pas prendre du poids. Mais Ouais, viens c'est 2 ça. semaines avec moi, tu vas voir si tu vas pas prendre du poids. Ouais, mais oui, il y a ça aussi, il y a les habitudes alimentaires, il mangeait rien, etc. Bon, maintenant, il essaye, tu vois, de gagner et tout. Mais j'ai réussi quand même à le faire passer de, Maintenant, quand il est même, obèse. de 5 ans. Mais, enfin, je suis quand même spécialiste là-dedans. Tu vois, genre de faire les transformations physiques, Ouais, etc. Et ben, même en étant spécialiste, en lui donnant toutes les techniques et tout, ouais, il a mis quand même là 2 ans à prendre 5 kilos. c'est ouf. Tu vois? Franchement, il passe Et, 2 semaines en Serbie, il revient sumo. mais il y a un truc très intéressant avec ce que tu as dit, c'est quand je mange une pizza, je prends un bourrelet. Sache que quand tu as été obèse, Ouais. euh, c'est plus facile pour une raison. C'est que les cellules adipeuses, le nombre de tes cellules adipeuses, parce qu'en fait elles se renouvellent les cellules adipeuses, mais le nombre de tes cellules adipeuses ne change pas. Et D'accord. non, plutôt, c'est pas qu'il change pas, c'est que même si tu perds du poids, il va pas changer. Je Mhm. vais t'expliquer ce que j'entends par là. C'est-à-dire que si tu gagnes du poids, tu vas gagner des cellules adipeuses. Tu vas avoir une multiplication de tes cellules de gras, d'accord? Mhm. Mais quand tu perds du poids, elles ne font que se rétrécir. Mhm. Le nombre, en fait, ne diminue pas. Et donc, ça devient plus facile de les re-remplir. Et surtout, c'est pas une nécessité. Enfin, c'est pas que ça devient aussi. Enfin, il n'y a pas que ça. Pas que le fait que ça devienne plus facile de les re-remplir. Il y a aussi, et ça c'est hyper important, le fait que tes cellules adipeuses, elles produisent de la leptine quand elles sont Mhm. remplies, etc. La leptine, c'est un truc c'est une hormone qui va agir sur la satiété. C'est pas la seule, mais c'est une hormone qui va agir sur pas la satiété, mais plutôt la sensation de faim, je dirais. Et donc, si jamais, eh bien, tu as plein de cellules adipeuses qui sont vidées, tu as plus de chances d'avoir des taux de leptine plus bas D'accord. et donc d'avoir en permanence faim, en fait. Et ça, c'est hyper difficile à vaincre. Encore une fois, on a des indices qui nous laissent penser que avec de l'activité sportive, on arrive plus ou moins à compenser ça. Et c'est pour ça que le sport est si important. Enfin, Mhm. c'est une des raisons pour lesquelles le sport est si important. C'est que c'est pas juste une affaire de tu vas brûler des calories. C'est une affaire de tu vas réguler tes hormones pour aller dans le sens d'une conservation de perte de poids ou de même continuer ta perte de poids. Et ça, c'est cool. Et Mhm. d'ailleurs, un autre mythe hyper important, et Ouais. ça, vraiment, euh, c'est c'est pas parce que vous vieillissez que ça devient plus difficile de perdre du poids au niveau métabolisme. On en C'est-à-dire que ça rediscutera devient quand plus... t'auras 35 ans. Oui, oui, mais... Oui, et pourquoi? Parce que... Et non, mais c'est vrai, t'as raison. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as 30-35 ans, Ouais, c'est la période de ta vie où, généralement, tu finis par avoir une famille, c'est ça. des enfants, un taf de bureau, Ouais. des choses comme ça, et tu bouges moins. Tu Ouais, bouges il y a ça beaucoup aussi. moins, en fait. Ouais. Et ça, c'est... En fait, tu as une énorme étude, mais alors là, c'est une étude, mais c'est la plus grosse étude que j'ai jamais vue de ma vie, qui a rassemblé toutes les études scientifiques sur le sujet D'accord. du métabolisme, et qui a regardé, tu vois, qui a dit, bah, est-ce que ça baisse à partir de certain âge? Ça baisse environ à partir de 60-70 ans, mais sinon, ça reste stable entre tes 20 et tes 70 ans, 60-70 ans. Donc, ce sont d'autres facteurs Mhm. qui expliquent que tu prends du poids, et souvent, c'est la sédentarité, en fait. C'est le Ouais. fait que, tu vois, donc, et c'est surtout un message d'espoir, encore une fois, ça veut dire, c'est pas parce que vous avez 40 ans, que vous avez même 50 ans, que tout est perdu. Vous pouvez le faire encore. Mhm. C'est faisable.
Voilà. Clairement, mais faut juste, en fait, faut se décider. C'est un peu comme arrêter la clope, diminuer l'alcool et tout. Faut se décider et moi je dis toujours aux gens, si jamais par exemple vous êtes en dépression, si jamais vous avez du mal psychologiquement à vous décider, etc., ça peut être bien d'aller voir un psy avant d'aller voir un coach sportif ou quoi que ce soit. Le nombre de personnes qui sont venues vers moi, qui étaient en état d'obésité, qui en fait, je leur ai fait des programmes, je leur ai fait des recommandations alimentaires, j'aurais tout fait. Et ces gens-là ne l'ont juste pas fait. Ouais. Ils n'ont pas réussi à s'y mettre. Et en fait, je pense que c'est parce que le souci était psychologique. Ouais. Et qu'en fait, il n'a pas été réglé en amont. Et donc, allez voir d'abord un psy, ensuite un coach sportif, une fois que vous aurez fait les choses au niveau du psy. Ça, pour moi, c'est très important de faire ça, d'y penser, tu vois. Et ceux qui vont voir les diététiciens ou ce genre de choses? Alors, diététicien, c'est très bien. Parce qu'en fait, alors je vais parler de coach sportif par abus de langage. Oui, par habitude. Hein. Ouais, d'accord, tu les inclus dedans. Ouais. Plutôt... En fait, coach sportif et diététicien, ce sont deux métiers qui sont complémentaires et liés. Et pour moi, si tu vas voir un coach sportif, il faut que tu ailles voir un diététicien, ou alors que tu sois allé voir un diététicien avant. Parce que l'idée, c'est que... ou alors que tu veux aller voir un coach diététicien. Tu vois, les deux ensemble, c'est possible aussi, mais il faut qu'il soit diplômé des deux. Hein. Et donc, du coup, l'idée, c'est que, en fait... un diététicien va t'aider à faire un rééquilibrage alimentaire, mais sans l'aspect sportif, ça va être très compliqué de tenir ce rééquilibrage alimentaire-là par expérience. Donc voilà, pour moi, c'est effectivement quelque chose de très bien, le diététicien, mais d'abord et avant tout, psy. Ouais, s'il y a le truc de ce côté-là. Parce que, ça peut être très compliqué. Hein. Moi, je sais que j'ai un mental assez fort. Et en fait, je vais pas maigrir ou je vais pas faire un truc au-delà de ça, c'est que tant que je l'ai pas décidé moi-même. Au moment où je l'ai décidé moi-même, je vais le faire. Mais tant que je l'ai pas décidé moi-même, même avec des coups de pied au cul, ça marchera pas. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait, c'est que la personne le décide elle-même. Après, si elle le vit bien et que elle le vit bien, quoi. Donc voilà. Et la motivation, c'est aussi, et tu vois, la motivation, c'est aussi quelque chose qui est déterminé par la génétique et par d'autres facteurs et par le fait que tu aies été dans une famille, en fait, peut-être où tu avais ce type de valeurs-là, etc. Et c'est encore une fois un facteur qui n'est pas équivalent entre les personnes. Et ça se voit, toi, que tu es un mec volontaire et décidé, parce que, comme je t'ai dit, j'ai écouté ton histoire au niveau de ta reconversion professionnelle. Il fallait quand même en vouloir. Bah, j'avais pas le choix, en fait. J'avais pas le choix. Oui, non, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui réussissent pas. Ouais. Je veux dire par là, tu dis que tu n'avais pas le choix, mais quand même, tu as fait un site où tu as recompilé tous tes cours, tu as bossé comme en fait d'arrache-pied, basiquement d'arrache-pied, pour réussir ça. Et tu as des gens qui ne sont pas capables de se motiver comme ça, c'est très difficile pour eux. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai cette espèce de volonté un peu de pas de materner les gens, mais d'avoir cette espèce de bienveillance avec les gens, de me dire, on parle pas tous égaux. Moi, tu vois, j'ai de la chance, j'ai vraiment une grande chance. Par exemple, ma famille a été hyper aimante avec moi. Vraiment. Du coup, ça m'a donné une grande confiance en moi. Mais c'est parce que t'es tout petit. Oui, c'est parce que je suis tout petit, mais c'est évidemment ça. Non, mais j'ai eu une chance, mais enfin, tu vois, genre dans la vie, non, mais c'est vrai. Bah, tu m'étonnes. J'ai eu de la chance aussi au niveau génétique. Enfin, tu vois, genre, comme je t'ai dit, je suis né avec un cerveau qui fonctionne pas trop mal, etc. Donc finalement, je m'en sors bien, tu vois. T'es né avec des tablettes de chocolat. Voilà, tu vois, les habilités sportives, je les ai aussi, donc je suis bien. Mais donc, du coup, bah, ce que je fais, c'est que j'essaye d'aider les gens qui n'ont pas eu cette chance-là, en fait, à faire mieux, enfin, à s'en sortir, quoi. C'est ça le plus important. Bah oui, clairement. Non, mais c'est cool. Et puis, je pense que on a quand même bien parlé du sujet, mais est-ce qu'il y a des questions peut-être dans Alors, le chat j'ai relevé deux questions assez intéressantes. Il y en a un qui dit Geek and Fit a-t-il déjà vécu... Non. Oui, c'est ça. A-t-il vécu dans sa vie une phase de prise de poids et comment tu l'as vécu? Est-ce que t'as déjà failli être gros ou un truc comme ça? Alors, t'as pas eu des tablettes de chocolat tout de suite, on est d'accord. Il y a eu une phase où t'étais humain. en fait, ce qui s'est passé, moi, c'est que j'ai fait... avant, je faisais ma taille, donc 1m69 pour 55 kilos. D'accord. Ouais. Et donc, je commençais à être compétitif en kendo. Et quand je dis compétitif, c'est que j'ai commencé à gagner des compétitions vraiment en kendo, à faire partie de l'équipe de France junior de kendo, etc. À ce moment-là. Et en fait, quand je suis passé en adulte, ben là, je me suis rendu compte que
parce qu'il n'y a pas de catégorie de poids au kendo. Donc, donc tu te retrouves face à des mecs qui font des fois 100, 120 kilos. Et même si c'est un sport qui n'est pas un sport de contact, tu vas pas défoncer la tête de l'autre, mais c'est quand même du semi-contact, c'est-à-dire qu'on peut se rentrer dedans, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu valses, tu vois, et que t'as pas le physique nécessaire, t'as pas les muscles, bah c'est compliqué. Et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à la musculation. D'accord. Et donc, ce qui fait qu'en un an et demi, j'ai pris 15 kilos, tu vois. Je suis passé de 55 kilos à 70, voire 72. C'est énorme. Donc, 72 kilos, ça commençait à être bien. Mais sauf qu'en fait, bah, j'étais un peu gras. J'étais un peu gras à 72 kilos, je m'en rendais compte. Et en fait, bah, j'ai essayé de comprendre, et c'est ça qui m'a fait lancer ma chaîne, en fait, Geek and Fit, c'est j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'on fait pour se muscler le plus en baissant le plus sa masse grasse, en gardant des performances sportives, etc. Et c'est ça qui a fait que je me suis intéressé à tout ça. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que j'ai fait un peu, pas les deux extrêmes, parce que je suis pas du tout sombré dans l'obésité, jamais. Mais tu vois, genre, si tu vois mes photos transformation physique, ça se voit quand même que j'étais moins musclé avant, moins sec et tiens, plus lourd, etc. Donc ouais, je vois un peu, ce que ça peut faire, même si pas du tout à ton niveau, tu vois, par exemple. D'accord. Et il y avait une autre question, il y a quelqu'un qui disait « Bonsoir, comment avoir un équilibre alimentaire en travaillant de nuit aux horaires changeants ?» C'est vrai que ça c'est compliqué aussi quand t'as tout le temps des modifications et pas un rythme régulier. Eh ben, en fait, alors moi ce que je recommande, mais même pour la majorité des gens, c'est ce qui s'appelle le batch cooking. Qui est en fait, tu vas prendre un temps dans ta semaine, 2 heures, tu vois, et tu vas faire toutes tes recettes de la semaine en Tupperware, tu vois, tu les mets dans des Tupperware, machin, etc. Et en fait, du coup, derrière, bah, tu as tous tes Tupperware qui sont déjà faits. Et t'as pas à te prendre la tête au niveau des horaires et tout, tu les emmènes à ton taf, tu fais machin. Comme tout est déjà fait, c'est un peu le next level, tu sais, de ton truc où t'enlèves tous les gâteaux de chez toi. Bah là, c'est un peu pareil. Tu sais déjà tous tes repas. Donc t'as pas à te prendre la tête, tu prends ton repas, tu manges. Voilà. Mais c'est vrai que les horaires changeantes, et je vais même dire un truc, et là, ça va sembler être bizarre à la majorité des gens. Le plus important pour perdre du poids, plus encore que tout ce qu'on vient de dire, c'est d'avoir un bon sommeil. Oui. D'essayer de faire en sorte d'avoir une routine, enfin pas forcément une routine de sommeil, mais en tout cas de maximiser un bon sommeil. Alors c'est pas facile pour tout le monde, sachant qu'en plus l'obésité, avec tout ce qu'il y a d'inflammatoire, en fait, ça passe la barrière hémato-encéphalique et du coup tu te retrouves à avoir plus de mal à t'endormir, à avoir plus de mal aussi à réfléchir, enfin bon bref. Et à ronfler. La plupart du temps les personnes obèses ont plus de mal à dormir, mais si tu fais en sorte de quand même essayer d'avoir un meilleur sommeil, à déficit calorique égal, c'est-à-dire à déficit calorique égal, tu perdras moins de muscles et plus de gras. Donc, essayez d'avoir un bon sommeil. D'accord, ok. Il y avait une autre question, c'était que conseilles-tu en coupe-faim à part les pommes? Et moi j'ai une autre question subsidiaire à ça. À chaque fois on m'a dit ouais, mange de l'ananas, ça fait maigrir. Alors, c'était peut-être ta femme qui te disait l'ananas et c'était peut-être pas pour maigrir. Mais c'est encore un autre délire. Dans l'idée, ouais, en fait, comme coupe-faim, je vais te dire, il n'y a pas qu'un seul aliment coupe-faim. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un aliment sera... je vais te donner toutes les caractéristiques qui font un bon coupe-faim. Plus un aliment sera difficile à mâcher, d'accord ? Donc, souvent de consistance assez dure. Plus il contiendra de fibres, plus il contiendra de protéines, plus ce sera un bon aliment pour éviter la faim, d'accord ? Et plus aussi il contiendra d'eau, évidemment, en plus de tous ces éléments-là, pour qu'il soit faible en termes de calories. Parce qu'à voir, si ton coupe-faim c'est un burger... Oui, non. Non, mais par exemple, imaginons, voilà, t'as une coupe de fruits, t'as pomme, banane, clémentine, orange. Tout se vaut. Tout se vaut. On est d'accord au niveau des fruits, voilà. Au niveau des fruits, tout se vaut. Mais je vais te donner un exemple. Un exemple hyper intéressant. C'est-à-dire que on savait pas pourquoi. Enfin, on n'arrivait pas à comprendre ce qu'on appelle le paradoxe de la soupe. C'est-à-dire qu'une soupe, ça te cale, alors que c'est de la calorie liquide. Tout le monde se dit, mais pourquoi cette calorie liquide, donc ce truc qui
devrait pas te caler, parce que tu prends des sodas, ça te cale pas, et c'est le pire truc possible, Ouais. et ben, ça te cale. Et ben, en fait, c'est parce que tu prends ton temps pour le manger, parce qu'en fait, tu le manges à la cuillère, D'accord. la soupe, et tu souffles dessus, etc. Donc, tu prends ton temps pour le manger. Et donc, du coup, le fait de prendre ton temps pour C'est vrai le que c'est faire, long à manger une soupe. Hein. ça met du temps et ça te permet d'avoir des signaux de satiété qui sont plus importants. Et Mhm. ça, quand tu comprends ça, en fait, tu comprends qu'un aliment plus dur, plus difficile à manger, mettra plus longtemps à être mangé et donc va t'apporter plus de satiété. Donc, si tu veux, par exemple, typiquement, ce que je vais recommander, c'est un truc qui met du temps à manger, c'est les carottes râpées, par exemple. Les carottes râpées, ça prend un temps dingue à manger, tu vois. Il faut bien mâcher le truc et tout. Limite plus qu'une carotte complète. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut valoir le coup. Parce que c'est faible en calories, etc. Tu peux prendre, tu vois, genre, pareil, des soupes, c'est très bien, en fait, hein, de façon globale. Les soupes, c'est assez faible en calories et c'est assez... long à manger. Les protéines, ça a aussi un autre impact, c'est que la protéine est plus lente à digérer et va plus caler. Donc, sachant qu'en plus les protéines, c'est peut-être le truc. Alors, je ne parle pas de prendre des protéines en poudre, hein, je parle de prendre des aliments protéinés, basiquement. Et ben, ça va avoir tendance à plus te caler. Et ça sur un peu plus le long terme, tu vois. Les fibres aussi vont avoir tendance à un petit peu plus te caler de la même façon. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, les fibres font augmenter le volume alimentaire, donc ça va te prendre de la place dans l'estomac pour relativement peu de calories. Voilà. T'as plein de choses comme ça. Du coup, en fait, faut aussi prendre l'habitude de manger doucement, du coup. Ouais, manger doucement. Parce que et en fait, c'est vrai que tu peux t'enfiler une pizza ou un truc, mais genre en 10 minutes. Et ben c'est tout le truc des, tu sais que je te parlais des industriels là. C'est tout le truc des industriels en fait. Hier ils te font de la bouffe qui est très souvent molle. Donc en fait tu peux t'en enquiller de la bouffe molle. Alors que quand la bouffe est un petit peu plus consistante, un petit peu. Et en fait ce qu'il faut penser c'est essayer, ce que disent certains diététiciens et je trouve assez intéressant, c'est essayer de savourer chaque bouchée. Tu vois? Essayer d'être en mode. C'est ça, mais ça on en revient au début. Quand je vais dans des bons restos, je savoure chaque bouchée. Mais quand je suis à la maison, quand c'est de la malbouffe et tout, qu'est-ce que tu veux savourer? Enfin, c'est ça le truc. C'est très compliqué, exactement. C'est pour ça qu'apprendre à cuisiner, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même un grand atout pour la perte de poids. Parce que tu vois, il y a un resto que je kiffe du côté de Place Vendôme, je savoure chaque truc, c'est limite, j'attends, je le regarde dans l'assiette, je le mets dans la bouche, oh là là, c'est cette explosion de saveur. Et du coup, tu passes 2h30 à manger, mais c'est un régal. Samedi, là, je vais manger chez Bocuse pour l'anniversaire de mariage de mes grands-parents. Ils nous offrent ça. Donc, tu vois, le village Bocuse... Là, oublie tout régime, hein, lâche-toi, lâche les chiens. Non, mais oui, mais c'est pour ça que, en fait, là, tu vois, cette semaine, je bouffe limite que des chèques protéinés. Je suis en mode, c'est bon, je vais me faire plaisir. Là, de toute façon, en plus, on arrive à la fin de l'année, entre Noël, entre le Nouvel An, entre les copains, entre mon anniversaire qui est en début d'année. Enfin, c'est un enfer. On fait une raclette le 31 pour Halloween. De toute façon, c'est obligé de prendre du poids en fin d'année. Et ça d'ailleurs, enfin, t'es pas obligé nécessairement de prendre du poids, tu vois, si tu fais gaffe et tout. Mais ça, mais t'as pas envie de faire gaffe à ce moment-là, en fait, c'est ça le truc. Et ça, c'est un truc hyper important, je trouve, c'est que faut pas non plus trop se prendre la tête avec son image corporelle. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu te fais bouffer par ça. Et certes, c'est important de perdre du gras pour la santé. Tu vois. Mais il faut pas non plus succomber à l'autre côté. Alors moi je suis coach sportif, donc c'est un peu important quand même, tu vois, que je renvoie un peu l'image de quelqu'un d'un peu fit, tu vois ce que je veux dire. Mais faut pas non plus trop se stigmatiser, enfin s'auto-flageller là-dessus, parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de en plus retomber là-dedans, encore une fois, tu vas d'être en mode, en fait t'es pas à l'aise avec ton corps et tout, et enfin bon bref, voilà. Ouais, non mais clairement. Et il y a une autre question, moi, qui m'intéresse du coup aussi également, c'est le modèle de 3 repas par jour, plus possiblement goûter, c'est vraiment le meilleur. Alors moi de mon côté, je goûte jamais, j'arrive pas à goûter, et j'arrive pas à prendre de petit-déj. Donc en fait je fais 2 repas, tu vois, par jour. En fait, il n'y a pas de vraie meilleure fréquence d'alimentation, ça dépend vraiment de comment toi t'aimes bien faire les choses. Il y a un truc qui est intéressant, c'est le jeûne intermittent. Il y a beaucoup de gens qui parlent du jeûne intermittent. Pourquoi c'est intéressant le jeûne intermittent? Donc c'est basiquement en fait prendre une période dans ta journée où tu manges pas, et souvent c'est les gens sautent le petit déjeuner. C'est en fait la plupart du temps,
quand les gens font du jeûne intermittent, ils n'ont pas besoin de compter leurs calories pour arriver en déficit calorique, parce qu'en fait, ils font un gros repas le midi, donc ils sont calés, ils n'ont pas trop besoin de manger, jusqu'au soir, où ils vont refaire un gros repas, tu vois, un repas pas forcément énorme, mais un autre repas. Mais en fait, comme ils n'ont pas l'espace, le temps suffisant pour avoir faim dans cette période-là où ils s'autorisent à manger, et bah du coup, le reste du temps, bah, ils ont faim, mais ils mangent pas, donc ils perdent du poids, grosso modo. Hein. Je le dis très basiquement. Bon, et ouais, c'est pour ça que le jeûne intermittent peut être intéressant. Oui, grosso merdo, c'est pas le modèle de 3 repas par jour à heure précise, c'est plus la quantité de calories que la quantité de nourriture que tu t'avais sur le quotidien, en fait. Pour gagner du muscle, c'est encore autre chose, parce que pour gagner du muscle, il faut faire entre 3 à 5 repas par jour au niveau des sources de protéines. Ouais, du coup, là, c'est dans un autre délire encore, ouais. Voilà, mais pour perdre du gras, il n'y a pas nécessairement besoin de s'embêter avec ça. D'accord. Voilà. Et merci pour les abonnements offerts, Happy Wheel. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller découvrir Geek and Fit sur sa chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions aussi dans le chat, n'hésitez pas. Et encore une fois, on n'en a pas parlé d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, parce qu'elle m'entend pas, ma femme, elle est un peu enrobée, mais elle le vit bien en fait, tu vois. Et moi, ça me dérange pas qu'une personne soit grosse ou même obèse, tant que elle le vit bien, tu vois. Par contre, si il transpire de partout le mal-être et qu'il en a marre de ça et qu'il sait pas s'en sortir et tout ça, tu sais pas trop comment l'aider et en même temps il est énervé parce qu'il est comme ça, et c'est ça qui est dur à gérer, tu vois. T'as envie de l'aider pour maigrir, mais du coup, c'est un peu comme, en fait, franchement, et moi, je le sais quand j'ai eu mes fringales et quand j'étais en obésité et tout le bazar, j'ai l'impression de retrouver un peu les mêmes travers psychologiques que les mecs qui ont des problèmes d'alcoolisme et tu leur dis, t'as un problème d'alcool. J'ai pas de problème d'alcool! Et j'ai l'impression de retrouver les mêmes travers avec la nourriture. C'est pour ça le psy, hein. Le psy, ouais. Parce qu'en fait, toi, tu pourras, tu sais, même en étant la personne la mieux intentionnée du monde, si t'es pas suffisamment proche de la personne en face, n'importe quelle remarque va être, tu vois, genre, tu vas lui dire t'as un problème d'alcool, ça va la braquer d'une force, et en fait, tu pourras rien en tirer. C'est pour ça, tu vois, je pense vraiment que quand quelqu'un est dans cet état-là, cet état où tu vois qu'il est en mal-être et tout, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est être hyper bienveillant et lui recommander d'aller voir. Si, je suis pas sûr qu'ils le prennent bien. Non, mais il faut l'amener d'une façon un peu, tu vois, genre, tu lui poses des questions, tu lui dis, est-ce que ça te dérange, tu vois, le fait d'être tu vois, je vais pas te juger parce que moi, tu vois, tu peux le dire, je vais pas te juger, je peux le dire, ça. Ça aide beaucoup, hein. Ça aide énormément à ouvrir le dialogue quand t'as été concerné, en fait. Mais tu sais, moi, quand je dois donner un conseil, enfin là je suis plus coach sportif en salle, je suis pour moi, mais avant j'étais coach sportif en salle, quand je donnais un conseil, n'importe lequel, à quelqu'un, je disais, même si j'avais jamais fait le truc mal ou quoi, je disais, ah ouais, moi aussi je le faisais comme ça avant, donc il n'y a pas de souci, tu vois, mais je pense que tu vois, comme ça c'est mieux. Et tu dis ça à la personne, c'est un sésame magique pour qu'elle ouvre son état d'esprit, que tu te mettes de son côté. Alors, certains diront que c'est de la manipulation, etc. Peut-être, mais c'est moi en tout cas qui suis coach et qui quand même m'y connaît un petit peu mieux que la personne, tu vois, donc qui peut l'aider. Donc en définitive, c'est pas de la manipulation, c'est plutôt de l'influence pour essayer de la tirer vers quelque chose de positif. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est le côté psy qui est vraiment compliqué. Tu sais pas ne pas le braquer parce qu'une fois qu'il est braqué, c'est foutu. Ah ouais, c'est ça. C'est foutu. Non, mais c'est super difficile. Et tu vois, c'est pour ça que l'obésité, c'est vraiment un problème qu'il faut qu'on arrive à prendre à bras le corps, mais en fait qu'à l'heure actuelle, on échoue lamentablement à traiter parce qu'il y a peu d'approches bienveillantes, il y a peu de, enfin, tu vois, ce genre de choses-là. Alors, il y a quelqu'un qui dit, alors j'ai pas la référence, mais petite question à l'invité, que pense-t-il du régime chrononutrition de Dr Delabos? Je sais pas si tu connais. Voilà, c'est une bonne réponse du coup. Non, mais parce que j'ai fait un debunk en 3 vidéos sur le ok, sujet. d'accord. Et en fait, si tu veux... Et rapidement, c'est quoi du coup? En fait, la chrononutrition de Delabos, c'est un bonhomme qui s'est dit chercheur en nutrition alors qu'il a jamais fait de recherche en nutrition, en tout cas on n'en trouve pas. D'accord. Tu vois, et qui s'est fondé en fait sur... Alors c'est pas bête l'idée au départ, hein, c'est de se fonder sur les rythmes biologiques de l'humain. Et de dire, voilà, le matin, on peut manger telle chose parce qu'on a des enzymes qui vont être favorisées. Le midi, on va pouvoir manger telle chose. Le soir, on va pouvoir manger telle chose. Et en fait, manger ces choses-là,
à ce moment-là de la journée, ça va te faire maigrir, peu importe la quantité que tu manges. Enfin, D'accord. voilà, tu vois. Et donc du coup, sur certains aliments, hein, pas sur tous, mais bon, Ouais, bref, ouais. tu dis, voilà, il faut pas hésiter. Alors il te recommande le matin de bouffer du fromage et du pain à l'huile, le midi de bouffer de la viande rouge à volonté, genre te faire limite 1 kilo de bœuf. Enfin, je dis pas 1 kilo, mais Je suis pas te faire convaincu. Ouais, vraiment du non, bœuf je et vois, tout. ouais. Et en fait, ça fonctionne sur certaines personnes parce que, mais pas du tout pour les principes qu'ils donnent en fait. C'est parce que D'accord. comme je t'ai dit, les protéines, tu vois, ça amène un peu plus de satiété, de choses comme ça. Problème étant que si tu dis aux gens de bouffer de la viande rouge tous les jours, tu augmentes de ouf leur risque de cancer colorectaux. Mhm. Tu augmentes. C'est pas un régime vraiment très sain pour la santé au-delà de la perte de poids qu'ils proposent. Et problème, c'est qu'il y a. Les arguments scientifiques utilisés pour ça sont éclatés en fait quand tu regardes ce qui se fait dans la littérature scientifique. Et donc du coup, tu te retrouves avec un régime qui n'a pas de sens. Il n'y a Mhm. même pas de source dans le bouquin, tu vois. Il te donne pas de source. Donc du coup, tu peux même pas critiquer ce qu'il raconte. Critiquer, je veux dire, par la lecture critique des articles scientifiques ce qu'il Ouais. raconte. Donc c'est vraiment un truc en fait de commercial quoi. C'est presque de Même si c'est un l'ésotérisme, enfin médecin quelque chose, qui ça fait. propose ça. Ouais. Ah, en plus. Et oui, voilà, et c'est ça. Et en fait, du coup, il y avait un mec, le docteur Damou, qui a suivi en fait son cursus chez le docteur de la Beauce, tu vois, Mhm. et qui avait fait une vidéo, mais sûrement en disant que j'y connaissais rien à la nutrition, que j'étais un nul, machin, etc. Et donc, j'ai mis 3-4 mois à sortir les 3 vidéos où je dis non, c'est pas vrai. Et du coup, je démontre point par point la chrononutrition. Et Voilà. du coup, il y avait un autre régime qui était hyper populaire, le régime du camp. J'en Ouais. entendais parler partout à un moment. Je fais, mais c'est un truc de fou. Je vais dire un truc horrible, mais Vas-y. à chaque fois que j'entends régime du camp, je peux pas m'empêcher de penser aux heures les plus sombres de notre histoire et en me disant oh oui effectivement il perdait bien du poids mais c'était peut-être pas pour les bonnes raisons. Non mais l'idée oui le régime du camp c'est un régime hyper protéiné pour le coup Mhm. qui est qui était valable, mais qui est un peu comme, si tu veux, c'est un peu comme tous les régimes. C'est-à-dire Ouais. qu'ils se fondent sur des grosses ficelles, tu vois, Mhm. qui va être en fait la réduction de l'énergie que tu vas manger, Mhm. certains mécanismes de satiété, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand les gens n'en peuvent plus de faire ce régime qui est hyper restrictif, en fait, et parce que tu peux pas manger comme ça toute ta vie, Ouais. et ben ils reprennent quasiment tout le Tout ce poids, qu'ils ont voire perdu, ouais. ils ont cet effet yo-yo en fait. Mhm. Donc il faut faire très attention avec ces régimes-là et moi je recommande pas de suivre des Ouais. régimes en particulier, sauf s'ils te plaisent et que tu peux les tenir à long Mhm. terme. Mais de toute façon, Si les jamais, recettes miracles, généralement. ben oui, en fait l'important c'est un régime qui provoque un déficit calorique que tu peux tenir à long terme. Mhm. C'est tout. Ah C'est oui, le c'est bien reste, résumé ça. Ouais, putain, oui, c'est bien, très bien résumé en fait. le reste c'est de la poudre aux yeux. Et oui bien sûr, hein, on pourrait presque croire que c'est mon métier. Mais du coup, on en a pas parlé absolument pas. Mais c'est quoi une moyenne calorique pour un? Parce que du coup, toi, tu dois parler la même moyenne. Toi, tu fais Je peux pas. 1m69, plein de muscles, et moi, je fais 1m88, un peu plus graisseux. On n'a pas le C'est pour même. ça qu'il ne faut pas parler de moyenne calorique en fait. On parle pas de moyenne calorique. Moi, la façon que j'ai de calculer les calories avec les coachés que j'ai, Mhm. je fais pas de plan alimentaire, hein, je précise, mais tu es obligé de jouer un peu sur les calories et sur le nombre de protéines Mhm. pour pouvoir avoir des effets en termes de transformation physique, tu vois. Et D'accord. donc, du coup, ce que je fais, c'est que je propose aux gens, tu vois, de se poser tous les jours pendant une semaine, de garder les calories stables, à peu près les mêmes choses qu'ils mangent, etc. Tu Mhm. vois, donc ils comptent leurs calories. Et en fait, quand tu fais la moyenne vis-à-vis de ton poids chaque jour, tu vois, qui va peut-être un peu fluctuer Mhm. avec la moyenne de tes calories, et ben tu arrives à voir, dans des calculateurs Excel, Mhm. etc., tu arrives à voir, en fait, à combien de calories ton poids est censé Stabilisé. tu es censé être pour avoir un poids qui soit stabilisé, qui soit Mhm. stable. Et donc, une fois que tu as ce nombre de calories-là, eh ben, tu peux retrancher un petit peu. Tu vois, tu peux enlever 300 calories, par exemple, par jour et dire, bah voilà, tu dois manger 300 calories de moins et on va voir si tu perds du poids. Si tu perds pas de poids, on va peut-être encore retrancher quelques Mais calories. pour rigoler, vite fait là-dessus, du coup, tu sais, je surveillais mon poids assez activement. Hein. J'ai une balance qui va jusqu'aux 100 grammes. Donc Ouais. je suis à 95,5.
Et là, je Ouais. me pèse, je fais 96, comment ça? Mais quoi? D'où? Du coup, j'enlève mon pantalon. Ah, le pantalon, il est lourd. Tu sais, j'avais mes clés, mon portefeuille et tout le bazar. Après, comment ça, j'ai grossi? Je vais aller chier aux toilettes, je vais aller faire pipi, je vais aller vider ma vessie. Je fais, et en fait, c'est très compliqué. C'est à quel moment? Alors, du coup, l'idéal, c'est à quel moment c'est bien de prendre son poids? C'est genre, il y en a qui disent c'est le matin, il y en a qui disent c'est le soir, il y en a qui disent c'est avant Alors, manger. il faut toujours le prendre dans les mêmes conditions. Peu Dans les mêmes importe que ce conditions, c'est soit- ça? Ouais, peu importe soit le matin, le soir ou quoi que ce soit. Moi, je le fais le matin à jeun, Mhm. mais je le fais pas tous les jours et je pense même pas que le poids soit un si bon indicateur que ça. Parce que, Pour en moi, fait, le ça poids- bouge toujours un peu comme ça. Hein. Oui, le poids, c'est moins intéressant, par exemple, que simplement ton tour de taille. Tu vois? Oui, Ce qu'on dit généralement, c'est que le tour de taille autour du nombril ne doit pas dépasser 100 cm, donc 1 mètre, en fait. d'accord. Et pour que tu aies pas de risque vraiment accru de maladie cardiovasculaire. Tu vois, ce D'accord. genre de truc-là. Hmm. Mais bon, moi, pour te donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, je suis à peu près à, que je dise pas de bêtises, 75 à peu près centimètres de tour de taille, tu vois. D'accord. Bah, moi, ça m'est jamais venu à l'esprit de mesurer mon tour de taille. Eh ben, tu regarderas, mais c'est vrai que si tu fais plus d'un mètre de circonférence, fais gaffe. Je dois pas y être. Je dois pas y être. Je dois pas Non, y mais, être. et donc, en fait, tu vois, de façon globale, tu as ça. Et puis, tu as D'accord. aussi, moi, ce que je dis aux gens, c'est surtout, le poids, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ton miroir. C'est est-ce que tu te sens bien vis-à-vis Oui. des kilos que tu as, tu vois. Mhm. C'est, le poids, c'est. En fait, ça fluctue énormément. C'est-à-dire que une personne, de façon. Enfin, il y a des scientifiques, enfin, des gens dans les sciences du sport qui ont fait l'expérience sur eux pour montrer ça. Il y a un mec qui a perdu en un jour, hein, Ouais. 12 kilos. Waouh, mais qu'est-ce qu'il a fait? 12 kilos de flotte. Simplement 12 Ah oui, kilos de flotte. C'est une... T'as énormément de flotte en fait dans ton corps. Il a pas Ouais. bu. Il a fait tu sais, de la sudation, des machins, Ouais. etc. Et en fait, le lendemain, il les avait repris. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut pas trop. Tu vois, la balance, il y a tellement de fluctuations. Pour Mhm. ça que le régime, par exemple, les régimes hyper protéinés où t'as pas de, de glucides, tu Ouais. vois, en particulier, c'est hyper trompeur. Parce qu'en fait, pour comment dire, une des façons de stocker tes glucides, c'est le glycogène, d'accord? D'accord. Le glycogène, c'est la façon que tu as de stocker les glucides dans ton corps. Mhm. Pour que le glycogène se stocke dans ton corps, il est obligé de se rattacher, une molécule de glycogène, il est obligé de se rattacher à 3 ou 4 molécules d'eau. Donc 3 ou 4 D'accord. fois son poids en eau. Donc en fait, basiquement, si tu perds ton glycogène, donc si tu ne manges plus de glucides et que donc du coup ton glycogène tu l'utilises au quotidien, tu te retrouves à plus manger de glucides, tu perds ce glycogène là, Mhm. donc qui n'est pas du gras. C'est pas ça que tu as envie de perdre. Tu perds du coup ce glycogène là, donc tu perds à la fois le poids du glycogène qui doit être, je ne veux pas dire de bêtises, mais à peu près 2 kilos, truc comme ça. Mais comme tu as 3 à 4 fois le poids d'eau qui est rattaché, tu peux perdre 10 kilos en une semaine en fait. Mhm. Et les gens vont se dire, mais wow, c'est génial. Sauf que dès que tu recommences à manger des glucides, ton glycogène revient, tu bois de l'eau. Et tu récupères Boum. tout. Ouais. Voilà, et donc c'est hyper déprimant en fait. Donc Bah ouais, il y a ça c'est- aussi. c'est tout le truc du régime du camp. Alors que pourtant, tu n'as ni perdu ni gagné de graisse et qu'en définitive, bah, ça n'a rien fait, tu vois. Mhm. Mais le régime du camp, ça fonctionne notamment sous ce principe-là. C'est-à-dire que c'est un régime hyper protéiné. Donc du coup, tu te retrouves à avoir beaucoup moins de rétention d'eau. Du coup, ouais, pour revenir au truc de tour de poitrine, j'étais en train d'y réfléchir, mais en fait, ça, je le fais naturellement. 3-4. Je le fais naturellement avec ma ceinture. Il y a le mois dernier, j'ai perdu du poids, j'ai gagné des trous sur la ceinture, et là, je suis arrivé au dernier trou de la ceinture. C'est-à-dire que, tu sais, je l'ai serré, il y a plus de trou derrière. Je fais, Ouais, ça, c'est et là, cool, tu ça. dis, t'as une petite fierté. Tu dis, ouais, quand même. Oui. Et comme je dis, hein, les vêtements, c'est souvent un truc. En fait, c'est un truc objectif, si tu veux. Mhm. C'est un des rares trucs objectifs parce que tu te vois pas perdre du poids dans le miroir. Le Bah, c'est processus est trop lent. C'est ça. Si tu prends des photos avant-après, ouais, là, t'y arrives. Mhm. Mais en fait, dans le processus, tu t'en rends pas compte. Mais tes vêtements, t'en changes pas tous les jours. Mais c'est ça. Donc, du coup, tu finis par voir que tu finis par flotter dedans. Mais Et c'est ça. c'est hyper satisfaisant, en fait. Hein. Moi, c'est pareil quand tu commences à remplir, tu vois, les manches de tes Oui. t-shirts. Tu vois, tu te dis, ah putain, quand même, j'ai Bah, pris les bras. mais tu vois, moi, du coup, j'ai encore des pantalons de quand j'étais à 130, et des fois, je Ouais. les mets. Je sais pas pourquoi je les mets. Ils sont tous les restés sales. Je les mets. Je suis au boulot. Je regarde. Je fais, mais c'est quoi cette toile de parachute? J'ai pris le Ouais. pantalon de ma femme. Ah non.
Et en fait, je me dis, il faut que je rachète des pantalons à ma taille. Et ouais, non, c'était une petite fierté quand il arrive, mine de rien, de ce côté-là. Alors, par contre, le poids, j'ai le moral. J'ai essayé de me muscler. Jamais de la vie. Je sais que j'aurai jamais le moral. J'ai essayé, je me suis retrouvé, mais sur mon lit, mort, avec des courbatures de partout, parce que tu sais, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Je suis allé trop fort. Voilà. Et j'ai fait, non, plus jamais je veux ressentir cette douleur. Et je vais en profiter. Je vais en profiter. C'est là pour dire, moi, je fais des programmes sportifs à prix libre. Donc, c'est-à-dire que t'es même pas obligé de payer pour y avoir accès. Ce que je fais, c'est pourquoi ? C'est parce que je considère qu'en fait tout le monde doit avoir accès au sport. Et la plupart du temps, ce que je dis aux gens, c'est tu payes pas pour l'avoir, tu regardes si ça te convient. Et si ça te convient, lâche-moi une petite pièce parce que ça m'a quand même demandé du travail, tu vois. Et donc du coup, dans l'idée, j'ai fait 5 programmes sportifs, tu vois, détaillés avec une vidéo d'1 heure à chaque fois pour expliquer comment s'en servir. Et là, le 5e que j'ai ajouté récemment, c'est un truc que tu fais. Sur le principe, tu sais, je t'ai dit 1 vaut mieux que 0. Et c'est un truc que tu fais 30 minutes 2 fois par semaine, tu vois. Donc pas énorme, avec du matos que tu peux avoir chez toi, tu vois. Et en fait, du coup, ça, c'est suffisant déjà pour commencer à se muscler de façon assez conséquente. Et je me dis que pour tous les gens qui sont dans ton cas, qui ont, enfin, tu vois, c'est difficile et tout, déjà 30 minutes 2 fois par semaine, c'est pas énorme. Et tu peux y arriver, tu vois. Et ça vaut le coup de tester. Si jamais vous avez envie de vous muscler, parce que se muscler, c'est bon pour la santé. C'est pas genre juste pour l'esthétique, c'est bon pour la santé. Ouais. Testez. Oui, voilà, c'est pas d'aller jusqu'aux méga muscles et jusqu'aux tablettes, c'est juste un peu de forme physique en fait. Et je vais te dire, ça fait beaucoup la différence parce qu'en fait, à long terme, quand tu vieillis, notamment, et que tu as pris le temps d'entretenir ta masse musculaire, en fait, tu peux plus facilement trouver des femmes plus jeunes. Exactement, c'est exactement là où je voulais en venir. Non, c'est plutôt une affaire de tu te retrouves à pouvoir te torcher les fesses quand même et t'as pas obligé de faire venir une infirmière pour ça. Aussi. Ce qui est pas mal, tu vois, genre dans l'idée, et retarde quand même de beaucoup l'entrée à la maison de retraite. Et là, un truc que je trouve, enfin j'ai lu l'étude aujourd'hui, donc comme ça au moins, voilà, on a trouvé que ça améliorait le flot cérébral. De sanguin, la musculation, de façon assez importante. Et donc, du coup, ça pourrait prévenir la démence, Alzheimer, ce genre de truc-là. C'est pas ça qui va t'empêcher de l'avoir. Mais ça va quand même y contribuer. Et de façon globale, en fait, la musculation, le sport, tout le monde sous-estime à quel point c'est un truc de malade pour la santé. S'il y avait une pilule qui avait les effets du sport et de la musculation, ce serait la pilule miracle. Ce serait le truc que tout le monde s'arracherait en fait. Et à la place, on n'est même pas obligé de payer pour le faire et personne le fait. C'est dommage. Alors, il y avait une question compliquée. Ouais. Je vais rien comprendre la question. Il paraît que quand tu es hypothyroïdie, tu as des aliments qui augmentent anormalement ton niveau de TSH et diminuent ton niveau de T4, genre les cacahuètes, les amandes, les choux. Est-ce confirmé ? Alors moi j'ai rien compris. Oui, ce sont des aliments, ce qu'on appelle les aliments à effet goitrogène. Et c'est même pas seulement quand tu es hypothyroïdique, c'est tout le temps en fait. C'est-à-dire que si tu manges trop par exemple de choux, tu vas te retrouver à avoir des effets sur ta thyroïde. Maintenant, il faudrait manger beaucoup de choux. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est pas un peu. Mais pourquoi est-ce qu'on dit aux personnes qui sont déjà en hypothyroïdie de faire gaffe ? C'est parce que elles sont déjà à risque. Donc oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle un effet goitrogène. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un effet ? Pourquoi ça a le nom goitrogène ? C'est parce qu'en fait, quand tu es en hypothyroïdie, tu vois ta glande thyroïde qui gonfle. Elle gonfle énormément. Ça te crée un goitre. Ça te crée un goitre. Et notamment, l'hypothyroïdie peut être causée par un déficit d'iode, si tu veux. Donc c'est le fait d'avoir pas assez d'iode, ça te fait gonfler, et c'est pour ça que on avait tu sais le truc des gens qui sont dans les montagnes, genre à Chambéry, machin, je sais pas quoi, ils avaient beaucoup de goitre, en fait, ils sont en manque d'iode. Voilà, ils n'ont pas d'iode, et comme ils sont pas à côté de la mer, ils n'ont pas d'iode. Maintenant, ceci dit, vous inquiétez pas trop sur l'iode, parce qu'en fait, et ça c'est un truc que beaucoup de gens ignorent, on a beaucoup d'aliments dans notre alimentation de façon globale qui sont fortifiés
dans des substances qui sont importantes pour nous. Donc même maintenant, si tu vis en montagne, tu manges jamais de trucs iodés ou quoi que ce soit, sache que si tu bois du lait, par exemple, alors je sais plus si c'est en Angleterre ou en France, mais il me semble que c'est en France aussi, le lait est renforcé à l'iode. D'accord. Voilà, il y a du sel iodé aussi, hein. Tu vois, genre, tu sais, le sel Oui. Kerébros, là, bah, c'est du sel iodé. Donc voilà, donc ouais, tu vas voir ce type de choses-là. Bref, désolé d'avoir un peu... Non, mais c'est très intéressant. Et du coup, alors il y en a, il dit, est-ce que tu as déjà bossé avec une équipe médicale pluridisciplinaire? Je ne l'ai pas fait. Je suis pas du tout contre, et j'ai jamais eu besoin de le faire, puisque moi, les gens qui sont malades de façon générale viennent pas me voir, en fait. Ce sont des gens qui sont en bonne santé. Enfin, à part pour l'obésité qu'on peut qualifier comme une maladie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas de traitement avec une équipe médicale pluridisciplinaire. Et donc, du coup, ben, j'en ai pas le besoin. Mais je serais tout à fait disposé à le faire. Et j'ai déjà bossé, par exemple, avec des coachés qui se faisaient suivre en nutrition à côté, tu vois, des choses comme ça. Et il faut bien comprendre d'ailleurs, et ça c'est très important, que le rôle d'un coach, c'est vraiment pas d'être ton grand Manitou qui sait tout. Le rôle d'un coach, c'est de t'orienter vers des solutions, et que si un coach te dit je sais pas, souvent c'est un gage de qualité, s'il est capable aussi derrière de t'orienter vers les professionnels qui eux sauront. Parce que il y a beaucoup trop de coachs sur internet qui s'improvisent grand sachant de tout et qui font n'importe quoi avec leurs clients. D'accord. Alors, il y a eu deux questions, mais je vais les mettre en une seule. C'est où est-ce qu'on peut trouver ton programme d'entraînement Kick and Fit? T'as un site internet et ce genre de choses? Ouais, j'ai un site internet dans le lien de mes descriptions, etc. Et ben voilà, Ouais. tout simplement. Et allez dans la description, tout simplement. Et une excellente question, parce que j'ai été concerné. Y a-t-il des conseils pour faire du sport pour les personnes avec un asthme fort pour perdre du poids? Moi, quand j'étais gamin, j'étais asthmatique. J'avais ma petite ventoline et tout. Et ça s'est extrêmement calmé avec arrivé à l'âge adulte. Mais je sais que je peux pas faire de trop gros efforts physiques, sinon j'ai toujours le souffle coupé. Mais j'ai plus le gros asthme, tu sais, qui me fout par terre. Mais du coup, ouais, la question est assez intéressante. Asthmatique aussi. J'étais asthmatique aussi, donc j'avais ma ventoline, etc. Je le reste asthmatique, mais pas à l'effort. Je suis asthmatique allergique. Et en fait, basiquement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a effectivement un seuil d'intensité à pas dépasser, puisque l'asthme en fait se déclenche passer un certain seuil d'intensité. En tout cas, là pour le coup, j'ai pas lu de papier scientifique dessus, donc c'est d'expérience et de ce que je me souviens. Je veux pas trop m'avancer dessus. Et dans l'idée, en fait, t'as plein de trucs comme ça qui vont être plein d'activités vont te faire dépenser des calories sans dépasser ce seuil-là. La musculation, par exemple, tu fais pas d'asthme à la musculation. Pourtant, ça fait dépenser des calories. Hein. Tu as aussi le cardio, tu vois, de faible intensité, comme tu le fais sur un elliptique. T'es pas obligé de le faire à donf, tu vois. Ouais, voilà, tu le fais. Voilà, tu fais mollo et peut-être pendant un peu plus longtemps. Tu regardes une série en même temps. La plupart du temps, ça marche bien. Ouais, une série où tu oublies. Parce que moi, une demi-heure, des fois, je me dis, tu sais, je regarde, genre, j'en peux plus, je regarde, il me reste 15 minutes. Je vais jamais y arriver. Tu regardes une série ou une vidéo YouTube et ça passe tout seul, en fait, ça passe crème. En fait, ce qu'il faut pour le cardio, c'est essayer. Alors, c'est l'inverse de la musculation, parce que la musculation, il faut se concentrer. Pour le cardio, il faut essayer, au contraire, de se détacher, en fait, de ce que tu fais. Parce que, et c'est pour ça que le vélo elliptique, c'est une bonne solution. C'est pour ça qu'aller courir en nature, c'est une bonne solution. C'est moins t'es sur ton effort, plus tu pourras en faire. Ouais, excellent. Excellent. Bah dis donc, on est presque à 2 heures. Je pensais pas qu'on allait discuter autant autour de ce sujet, mine de rien. C'est quand même hyper vaste. Hein. Et moi, je vais pas devoir trop tarder à y aller non plus. Bah ouais. Et puis, t'es un excellent orateur, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Merci, c'est gentil. Et c'est cool. J'espère que sur YouTube, ils seront gentils. Et ça vous a plu dans le chat sur Twitch, la discussion? Et puis après, bah, si on se fait pas cancel, toi ou moi, on verra peut-être pour une 3e discussion sur un autre sujet encore, je sais pas. Sur un autre sujet, avec plaisir. Mais il faudrait que, il faut qu'on trouve un truc intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Tu vois, et peut-être dans un peu plus longtemps, le temps de réfléchir, tu vois, aux choses, parce que là, c'est relativement facile. Tu vois, dans le sens où c'est des sujets que je traite et que j'ai déjà traités. Mais si jamais tu as des questions plus particulières, tu vois, avec un moment où que je vois, en fait, surtout moi, je le vois dans le thème de tes vidéos des fois. Moi, des fois, je me dis, putain, mais là, c'est dommage parce qu'en fait, il dit des trucs
il serait un peu plus renseigné sur le sujet du sport, il le dirait pas comme ça et ça provoquerait pas des tollés, des choses comme ça, et ça aiderait même d'autres personnes. Donc si je vois un truc, tu vois, qui pop dans tes vidéos, je te le dirai et ça peut valoir le coup. Putain, je suis à 2 doigts de faire du bon contenu sur ma chaîne. mais en fait, quand tu connais le sujet, voilà, en règle générale, moi je trouve que ton contenu il est bon quand tu quand je connais le sujet, oui, parce que je connais le sujet. Et parce qu'en fait, t'as pas besoin de réfléchir, ça te vient direct. C'est ça. Et c'est pour ça que moi je fais des lives avec toi, c'est pour ta communauté qui est pas forcément éduquée sur le sujet, ça peut être intéressant de la sensibiliser, mais c'est aussi pour toi parce qu'après je sais que derrière, quand tu connais le sujet, je retiens 2-3 trucs, ouais. Oui, c'est pas comme il y a des gens en fait, ils veulent pousser leur idéologie et du coup ils vont s'en foutre de ce que je vais leur expliquer. Là où toi, je sais que tu as une certaine ouverture et je pense que tu seras sur les prochaines vidéos où tu devras parler du sujet beaucoup plus enclin à dire des trucs vrais. Donc moi c'est surtout en fait quand les arguments sont entendables et surtout qui me paraissent logiques. En fait c'est ça. Et même sur la première vidéo qu'on avait faite sur la question des femmes trans dans le sport. Tu t'es ramené avec des trucs que je pouvais rien dire à part que oui c'est logique au final, oui non c'est pas bête et c'est ça qui est et au-delà de ça c'est de rester toujours à discuter dans le calme posément et en détente quoi. Donc c'est cool, c'est cool et ça leur a bien plu. Je pense que sur YouTube ça leur plaira bien. Alors je vais essayer de timecoder ça pour essayer de trouver des grands axes. Parce que, en tout cas, mais c'est toujours le plus chiant, donc bon courage. Et puis moi je vais devoir te dire bye parce qu'en fait, et c'est même pas seulement que je veux y aller, mais c'est aussi parce que j'ai mes écouteurs qui viennent me dire battery low et après ça va être chiant. Donc ça marche. Pas de souci. Un grand merci à toi et puis bonne soirée. Un plaisir et puis également bonne soirée et bye bye le chat, merci à tout le monde d'être bye bye. Moi je vais rester un peu avec le chat pour débriefer et puis voilà. Bon à la prochaine. À la prochaine, salut. Bye. Touk. Alors